Bonsoir et bienvenue à cette soirée, cette troisième conférence du cycle de conférences intitulée Les bêtes et nous, à la Cité des sciences et de l'industrie. Ce soir, nous allons nous poser une question qui est un petit peu peut-être provocante ou un petit peu décalée dans sa formulation et très stimulante en tout cas. Peut-on manger les animaux? Question dérangeante pour certains, question qui fait appel à peut-être nos instincts, nos habitudes, nos jugements, peut-être à nos appartenances parfois même religieuses, à nos points de vue moraux, éthiques sur le rapport à l'animal. Et nous allons en parler avec 4 invités. La quatrième devrait nous rejoindre tout à l'heure, je l'espère. Tout d'abord, Marilène Patoumatis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes préhistorienne. Tout à fait. Vous travaillez au CNRS, au Muséum national de l'histoire naturelle. Vous vous êtes intéressé longuement au rôle du régime carné dans le processus d'hominisation, c'est-à-dire de l'évolution de nos ancêtres lointains tout au long de l'évolution de l'espèce humaine. Donc le rôle qu'a joué le fait de manger de la viande. Donc vous allez nous expliquer que ça a peut-être joué un rôle important. Et vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours ». Tout un programme. Florence Burga, à ma gauche, vous êtes philosophe à l'INRA et vous avez écrit plusieurs livres, vous aussi, sur la question animale, dont Liberté et inquiétude de la vie animale et votre dernier ouvrage, Une autre existence, la condition animale. Enfin, Jocelyne Porcher, bonsoir. Vous êtes sociologue, vous, à l'INRA également. L'INRA, effectivement, est forcément préoccupée de la question animale. Et vous êtes auteur de plusieurs livres sur les relations aux animaux d'élevage, la vie des éleveurs, leur relation avec les animaux. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle ». Alors, avant de commencer la conversation, nous avons la chance d'avoir à nos côtés un comédien, Nicolas Pignon, qui va nous lire des textes d'auteurs, de poètes, d'écrivains célèbres, pour nous mettre dans l'ambiance de cette soirée. Et si vous avez des réactions après à cette lecture, vous pouvez les garder dans un coin de votre texte. On enchaînera tout de suite après. Nicolas, c'est à vous. Merci. Federico Garcia Lorca, un poète à New York. Sous les multiplications, il y a une goutte de sang de canard. Sous les divisions, il y a une goutte de sang de marin. Sous les additions, un fleuve de sang tendre. Un fleuve qui avance en chantant par les chambres des faubourgs, qui est argent, ciment ou brise dans l'aube menteuse de New York. Les montagnes existent, je le sais. Et les lunettes pour la science, je le sais. Mais je ne suis pas venu voir le ciel. Je suis venu voir le sang trouble, le sang qui porte les machines aux cataractes et l'esprit à la langue du cobra. Tous les jours on tue à New York 4 millions de canards, 5 millions de porcs, 2000 pigeons pour le plaisir des agonisants, 1 million de vaches, 1 million d'agneaux et 2 millions de coqs qui font voler les cieux en éclats. Mieux vaut sangloter en aiguisant son couteau ou assassiner les chiens dans les hallucinantes chasses à courre que résister dans le petit jour aux interminables trains de lait, aux interminables trains de sang et aux trains de roses, aux mains liées par les marchands de parfums. Les canards et les pigeons, les porcs et les agneaux mettent leurs gouttes de sang sous les multiplications et les terribles hurlements des vaches étripées emplissent de douleur la vallée où l'Hudson s'enivre d'huile. Je dénonce tous ceux qui ignorent l'autre moitié, la moitié non rachetable, qui élèvent ces montagnes de ciment où battent les cœurs des humbles animaux qu'on oublie et où nous tomberons tous à la dernière fête des tarières. Je vous crache au visage. L'autre moitié m'écoute, dévorant, chantant, volant dans sa pureté comme les enfants des conciergeries qui portent de fragiles baguettes dans les trous où s'oxydent les antennes des insectes. Ce n'est pas l'enfer, c'est la rue. Ce n'est pas la mort, c'est la boutique de fruits. Il y a un monde de fleuves brisés et de distances insaisissables dans la petite patte de ce chat, cassé par l'automobile. Et j'entends le chant du lombric dans le cœur de maintes fillettes. Oxyde, ferment, terre secouée. Terre toi-même qui nage dans les nombres de l'officine, que vais-je faire? Mettre en ordre les paysages? Mettre en ordre les amours qui sont ensuite photographies?
qui sont ensuite morceaux de bois et bouffées de sang. Non, 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 non. Je dénonce. Je dénonce la conjuration de ces officines désertes qui n'annoncent pas à la radio les agonies, qui effacent les programmes de la forêt. Et je m'offre à être mangé par les vaches étripées quand leurs cris emplissent la vallée où l'Hudson s'enivre d'huile. Lorca. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme est l'indifférence que les enfants ont pour ce mets-là, et la préférence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales, telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. Et il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif, et de ne point rendre les enfants carnassiers, si ce n'est pour leur santé, c'est pour leur caractère. Car de quelque manière qu'on explique l'expérience, il est certain que les grands mangeurs de viande sont en général cruels et féroces, plus que les autres hommes. Cette observation est de tous les lieux et de tous les temps. La barbarie anglaise est connue. Les Gores, au contraire, sont les plus doux des hommes. Tous les sauvages sont cruels et leurs mœurs ne les portent point à l'être. Cette cruauté vient de leurs aliments. Ils vont à la guerre comme à la chasse et traitent les hommes comme des ours. En Angleterre, même les bouchers ne sont pas reçus en témoignage, non plus que les chirurgiens. Les grands scélérats s'endurcissent au meurtre en buvant du sang. Homère fait des cyclopes mangeurs de chair, des hommes affreux. Et des lotophages, un peuple si aimable qu'aussitôt qu'on avait essayé de leur commerce, on oubliait jusqu'à son pays pour vivre avec eux. Plutarque. Tu me demandes pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair de bête? Mais moi je te demande avec étonnement, quel motif, ou plutôt quel courage, eut celui qui le premier approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui toucha de ses lèvres les membres sanglants d'une bête expirante, qui fit servir sur sa table des corps morts et des cadavres, et dévora des membres qui, le moment d'auparavant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux peut-il soutenir l'aspect d'un meurtre? C'est de ceux qui commencèrent ces horribles festins, et non de ceux qui les ont enfin quittés, qu'on a lieu de s'étonner. Encore les premiers qui osèrent manger la chair des animaux, pouvaient-ils s'excuser sur la nécessité? Croyons-nous d'ailleurs que les cris qu'ils font entendre ne soient que des sons inarticulés, et non pas des prières, et de justes réclamations de leur part? Ne semble-t-il pas nous dire « Si c'est la nécessité qui vous force à nous traiter ainsi, nous ne nous plaindrons pas. Nous ne réclamons que contre une violence injuste. Avez-vous besoin de nourriture? Égorgez-nous. Ne cherchez-vous que des mets plus délicats? Laissez-nous vivre. Et ne nous traitez pas avec tant de cruauté. C'est un spectacle dégoûtant que de voir servir sur les tables de riches ces corps morts que l'art des cuisiniers déguise sous tant de formes différentes. Mais c'en est un plus horrible encore de les voir desservir. Les restes sont toujours plus considérables que ce qu'on a mangé. Combien donc d'animaux tués ainsi inutilement? Si tu obstines à soutenir que la nature t'a fait pour manger la chair des animaux, égorge-les donc toi-même. Je dis de tes propres mains, sans te servir de coutelas, de massue ou de hache. Fais comme les loups, les ours et les lions qui tuent les animaux dont ils se nourrissent, morts. Déchire à belles dents ce bœuf, ce pourceau, cet agneau ou ce lièvre, mets-le en pièces, et comme ces bêtes féroces, dévore-les toutes vivants. Si pour les manger tu attends qu'ils soient morts, et si tu as horreur d'égorger un être vivant, pourquoi donc, outrageant la nature, te nourris-tu d'un être animé? Il te faut en transformer la chair par le feu, la faire bouillir ou rôtir, la dénaturer enfin par des assaisonnements et des drogues qui ôtent l'horreur du meurtre, afin que le goût, trompé par ses déguisements, ne rejette point une nourriture qui n'est point faite pour toi.
On dira peut-être que nous ne devons aucune justice à des animaux privés de raison. Quels hommes ont établi une opinion semblable? Quand une fois on eut goûté la chair des animaux, on en vint insensiblement, par des essais répétés, jusqu'à manger le bœuf qui partage nos travaux, la brebis dont la toison nous couvre et le coq qui fait sentinelle dans nos maisons. Ainsi, cette insatiable cupidité s'aiguisant peu à peu, on a été jusqu'à égorger les hommes, à les massacrer et à leur faire des guerres cruelles. L'opinion des stoïciens sur cette matière ne peut soutenir le parallèle avec la nôtre. Comment osent-ils justifier l'usage de la viande, tandis qu'ils parlent avec tant de véhémence contre la sensualité et le luxe des tables? Ils prescrivent de retrancher de la table les choses inutiles et superflues, et ils n'interdisent pas ce qu'il y a dans le luxe de meurtriers et de barbares. Avons-nous donc, disent-ils, quelque rapport de justice avec les animaux privés de raison? En avons-nous davantage? Leur peut-on répondre avec les parfums et les essences étrangères? Cependant, vous les proscrivez comme superflus, comme propres à favoriser la volupté. Léon Tolstoï. J'ai visité dernièrement dans notre ville de Toula les abattoirs. Ils sont construits d'après un modèle nouveau, perfectionné comme dans toutes les grandes villes, de façon à ce que les animaux abattus souffrent le moins possible. Il y a longtemps déjà, en lisant l'excellent livre Ethics of Diet, j'éprouvais le désir de visiter les abattoirs pour m'assurer de visu de l'essence même de la question dont on parle quand il s'agit du végétarisme. Mais j'éprouvais toujours une gêne, pareille à celle que l'on éprouve lorsqu'on sait voir une souffrance qui se produira certainement, mais qu'il est impossible d'empêcher. Mais je remettais ma visite à plus tard. J'ai eu récemment une conversation avec un soldat boucher, et lui aussi fut étonné de ma remarque que c'est pitié de tuer. Lui aussi répondit que c'est une habitude nécessaire. Bon, finalement, il convainc que c'est pitié, en ajoutant « Surtout lorsque la bête est résignée, apprivoisée, comme elle marche, la pauvre, tout en confiance. C'est grande pitié. C'est horrible. Horribles sont non pas les souffrances et la mort des animaux, mais le fait que l'homme, sans aucune nécessité, fait taire en lui son sentiment élevé de sympathie et de compassion à l'égard d'êtres vivants comme lui, et devient cruel en se faisant violence. Et combien est profonde dans le cœur de l'homme la défense de tuer l'être vivant. La dame au cœur sensible mange ce cadavre de volatile avec une complète assurance de son droit, en affirmant deux opinions qui se contredisent. La première, qu'elle est si délicate, comme l'assure le docteur, qu'elle ne pourrait pas supporter une nourriture exclusivement végétale et qu'il faut à son faible organisme de la viande. La seconde, qu'elle est si sensible qu'il lui est impossible non seulement à elle-même de causer des souffrances à des animaux, mais qu'elle ne supporte même pas la vue de ces souffrances. En réalité, cette pauvre dame est faible, précisément parce qu'on l'a habituée à se nourrir d'aliments contraires à la nature humaine. Elle ne peut pas ne pas causer de souffrance aux animaux par ce fait simple qu'elle les partage. On ne peut pas feindre de ne pas le savoir. Nous ne sommes pas des autruches. Nous ne pouvons pas croire que si nous ne regardons pas, il n'arrivera pas ce que nous ne voulons pas voir. C'est encore plus impossible que de ne pas vouloir voir ce que nous mangeons. S'il cherche sérieusement et sincèrement la voie morale, la première dont l'homme se privera sera la nourriture animale, car son usage est tout simplement immoral. Car il exige une action contraire au sentiment de moralité, l'assassinat. Et il n'est provoqué que par la gourmandise, la voracité. Tolstoï. Et je termine avec un texte rapide de Claude Lévi-Strauss. Il n'est pas surprenant que tuer des êtres vivants pour s'en nourrir pose aux humains, qu'ils en soient conscients ou non, un problème philosophique que toutes les sociétés ont tenté de résoudre. L'Ancien Testament en fait une conséquence indirecte de la chute. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se nourrissaient de fruits et de graines.
C'est seulement à partir de Noé que l'homme devint carnivore. Il est significatif que cette rupture entre le genre humain et les autres animaux précède immédiatement l'histoire de la tour de Babel, c'est-à-dire la séparation des hommes les uns des autres, comme si celle-ci était la conséquence ou un cas particulier de celle-là. Il y a environ 3 ans, à propos de l'épidémie dite de la vache folle, j'expliquais que les pathologies voisines dont l'homme était parfois victime, Kourou en Nouvelle-Guinée, cas nouveau de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en Europe, résultant de l'administration d'extraits de cerveaux humains pour soigner les troubles de croissance, étaient liées à des pratiques relevant au sens propre du cannibalisme, dont il fallait élargir la notion pour pouvoir toutes les y inclure. Et voici qu'on nous apprend à présent que la maladie de la même famille qui atteint les vaches dans plusieurs pays européens et qui offre un risque mortel pour le consommateur, s'est transmise par les farines d'origine bovine dont on nourrissait les bestiaux. Elle a donc résulté de leur transformation par l'homme en cannibales, sur un modèle qui n'est d'ailleurs pas sans précédent dans l'histoire. Des textes de l'époque affirment que pendant les guerres de religion, qui ensanglantèrent la France au XVIe siècle, les Parisiens affamés furent réduits à se nourrir d'un pain à base de farine faite d'ossements humains qu'on extrayait des catacombes pour les moudre. Le lien entre l'alimentation carnée et un cannibalisme élargi jusqu'à lui donner une connotation universelle a donc, dans la pensée, des racines très profondes. Mais combien sommes-nous, bien avant ces événements, qui ne pouvions passer devant l'étal d'un boucher sans éprouver de malaise, le voyant par anticipation dans l'optique des siècles futurs? Car un jour viendra où l'idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu'aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. Dans un monde où la population globale aura probablement doublé dans moins d'un siècle, le bétail et les autres animaux d'élevage deviennent pour l'homme de redoutables concurrents. On a calculé qu'aux États-Unis, les 2 tiers des céréales produites servent à les nourrir. Et n'oublions pas que ces animaux nous rendent sous forme de viande beaucoup moins de calories qu'ils n'en consommèrent au cours de leur vie. Le 5e, m'a-t-on dit, pour un poulet. Une population humaine en expansion aura vite besoin pour survivre de la production céréalière actuelle tout entière. Rien ne restera pour le bétail et les animaux de basse-cour. De sorte que tous les humains devront calquer leur régime alimentaire sur celui des Indiens, des Chinois, où la chair animale couvre une très petite partie des besoins en protéines et en calories. Il faudra même peut-être y renoncer complètement, car tandis que la population augmente, la superficie des terres cultivables diminue sous l'effet de l'érosion et de l'urbanisation. Des réserves d'hydrocarbures baissent et les ressources en eau se réduisent. En revanche, les experts estiment que si l'humanité devenait intégralement végétarienne, les surfaces aujourd'hui cultivées pourraient nourrir une population doublée. La leçon de la sagesse des vaches folles, étude rurale. Voilà, merci. Merci Nicolas Pignon. Je vous pose une question qui me vient à l'esprit. Y a-t-il eu un poète ou un auteur qui aurait au contraire exalté la consommation de viande? Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Ah bon? Non, en D'accord. revanche, Rabelais tout de même. Rabelais. des auteurs comme Dumas, ou entre autres Dumas, a écrit des textes tout à fait extraordinaires sur la cuisine et des recettes, et qui naturellement comportent des mets très travaillés avec la viande, et voilà. Mais plutôt dans le cas de recettes de cuisine et tout ça. Mais un discours moral sur faut-il ou ne pas manger, ou éthique de la viande, pour l'instant, on n'en a pas trouvé, parmi les centaines d'auteurs qu'on pulse. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Des réactions, sûrement. On a entendu parler du goût des enfants pour la viande qui est contre nature, que la cruauté vient des aliments
que les bouchers n'étaient pas admis à témoigner. Par exemple, les enfants, est-ce que la viande pour les... Je me suis demandé, d'après vous, est-ce que c'est contre nature pour un enfant de manger alors de là, la non, je voulais m'intéresser aux sauvages. Je pensais Oui. bien que j'allais réagir sur les sauvages. Oui. Parce que je voudrais quand même qu'on fasse un petit peu attention au jugement qu'on porte sur ces peuples dits sauvages, hein. Les chasseurs-cueilleurs d'Amazonie, les bushmen avec qui j'ai vécu dans le Kalahari ou les aborigènes d'Australie. Il faut faire attention. C'est une vision, pourtant j'aime beaucoup Rousseau, mais qui est quand même quelque chose un peu de l'époque, hein, où il y avait ces deux doubles visions du sauvage, à la fois le bon sauvage et le cannibale. Donc c'était simplement sur ça que je voulais réagir surtout. C'est qu'il ne faut pas se tromper de combat et qu'on ne peut pas porter un jugement négatif sur les peuples sauvages, comme il est dit, chasseurs-cueilleurs. On est dans un autre temps, dans un autre espace. C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention de ne pas faire de confusion et de ne pas inférioriser ces peuples-là. Il n'y en a plus beaucoup. Les inférioriser parce que nous, on a une autre vision, parce que nous sommes au XXIe siècle. Donc c'était juste une petite ponctuation, une petite modération, parce que je crois que là, il faut faire très attention et on aura l'occasion d'en parler par rapport aux rituels qu'ils ont vis-à-vis de l'animal. Il y a un plus grand respect chez eux, alors qu'ils sont des chasseurs, que peut-être que nous avons avec nos animaux domestiques. Florence Burgat, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces lectures, notamment l'univers des abattoirs, puis le droit qu'on s'arroge? C'est des textes que je connaissais, ce qui est un petit peu normal. Je voulais simplement dire que le choix de Plutarque me semble évidemment très important, parce qu'on peut considérer que c'est le texte un petit peu fondateur, et que dans ce texte de Plutarque, l'essentiel de l'interrogation est posé. Non pas que les interrogations qui vont suivre seront redondantes, mais on peut dire que vraiment c'est un texte fondateur, même si les écoles végétariennes existaient avant lui, l'orphisme, le pythagorisme. Elles étaient encore peut-être liées à des interprétations religieuses ou de métempsychose, tandis que l'argumentation de Plutarque, je pense, est très moderne. Elle nous parle encore beaucoup. Voilà, donc je crois que c'était évidemment impensable de ne pas lire ce texte. D'accord. Jocelyne Porcher, j'ai pensé à vous un moment lorsque Nicolas Pignon a évoqué à travers Lévi-Strauss le premier carnivore qui était Noé. Et je me suis dit, Noé, c'était celui qui a sauvé les animaux. Et par rapport à vos travaux, je trouvais que c'était peut-être quelque chose sur lequel vous auriez aimé réagir. Le fait que comment peut-on manger les animaux et en même temps les élever et en prendre soin? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Enfin, peut-être que je reviendrai juste un peu après là-dessus. Mais là, par contre, je voudrais réagir sur effectivement le sens unique des textes, comme vous l'avez fait, des textes présentés. Et moi, ça me fait l'effet de tous ces textes d'un film dont on ne verrait que la fin. C'est-à-dire que tous ces textes, qui sont des textes d'anthropologues, donnent l'impression de gens qui ont écrit sur quelque chose dont ils ne connaissent que la fin, la mort de l'animal. Or, la mort de l'animal ne peut se comprendre que si on connaît sa vie. Et là, visiblement, non, la vie, les gens ne la connaissent pas, ceux qui ont écrit ces textes. Et ce qui est choquant aussi, enfin, qui est problématique, c'est que pour parler de la mort des animaux, vous voyez, il y a des philosophes, il y a des poètes, des écrivains, mais et les gens qui vivent avec les animaux. Ceux qui, justement, conduisent les animaux à la mort, ceux-là, on ne les entend pas. Ceux-là, ils n'ont pas la parole. Donc, il y a une parole, qui est une parole intellectuelle, une parole... voilà. Mais ceux qui sont condamnés, c'est les bouchers, eux, ils n'ont pas la parole et on ne les entend pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette univocité du discours. Mais donc, il faut se dire derrière, mais tous ces compagnons des animaux, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire sur les animaux? Et c'est ça, moi, que j'essaye de faire, justement. Oui, quand vous parlez des gens qui vivent avec les animaux, j'imagine qu'il faut distinguer l'éleveur de la personne qui a un animal domestique et de la personne qui abat l'animal de façon industrielle. Alors j'imagine qu'il y a différents mondes à distinguer. Enfin, on pourra revenir, mais pour moi, c'est vrai que de toute façon, avant de discuter de cette question de peut-on manger les animaux, la vraie question, c'est quels animaux? Quels animaux, quelle vie d'animal? Voilà. De quels animaux on parle? Et de quelle vie d'animal on parle. Et après, on peut effectivement aller creuser plus loin. Alors, on va se poser la question, peut-on manger les animaux? Alors,
après avoir discuté avec vous trois, il manque Marcella Yacoub, c'est dommage. Je me suis dit, mais notamment en vous entendant, Marilène Patou-Matis, on a mangé des animaux pendant des milliers d'années. Donc la question, peut-on, d'un point de vue pratique, évidemment, on peut. Et à la limite, dans quelle mesure l'alimentation carnée a été nécessaire au développement de l'espèce humaine? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer un développement de l'espèce humaine qui ne se serait pas fait dans la consommation de chair animale? Oui, on fait quand même un constat qui est très important au niveau de... Là, je reviens en tant que l'archéologie, la préhistoire. Il est très clair actuellement, d'après les données que l'on a dans nos sites, que l'animal était consommé d'une façon importante. En plus, maintenant, on a des méthodes pour analyser la diète dans les os, dans les squelettes qu'on retrouve, et on connaît mieux encore la diète de ces hommes. Et c'est vrai que l'apport carné était très important. Alors, c'est clair que là, il faut remettre en situation. C'était il y a combien de temps? C'est-à-dire que dès le début, au départ, en fin de compte, si on prend l'origine vers 7 millions d'années, au départ, on est plutôt les ancêtres communs aux hommes et aux grands singes, on est plutôt des frugivores et des granivores, voilà, et mangeurs de graines et de plantes. Et là, on va voir apparaître, à un moment donné, on va voir apparaître du carné, qui est sous une forme très rudimentaire, qui est la forme que pratiquent beaucoup de chimpanzés, par exemple. C'est beaucoup par des invertébrés, beaucoup par les insectes. Hein. Donc là, on a des analyses qui montrent que certains australopithèques que vous connaissez, comme la fameuse célèbre Lucie, il y a une consommation déjà d'insectes, donc d'apport de protéines animales. Parce que, on va peut-être pas en parler beaucoup, mais il faut quand même raisonner aussi en termes de protéines. Donc ces protéines animales sont faites à partir de ces insectes. Et on voit très bien à un moment donné une corrélation entre le fait qu'il y a donc ils deviennent bipèdes, et qu'il y a en même temps dans les sites, on voit apparaître des outils. Oui. Très frustes, les premiers, c'est Chopper, Chopping Tool, avec ce qu'on appelle l'Homo habilis. Donc là, on se situe vers 2 millions d'années. Ce sont des galets taillés, c'est ça? Ce sont des galets tout à fait taillés. Et là, en même temps, on a quelque chose qui est ensemble avec des ossements de grands mammifères. Là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le côté insectivorisme, on passe à des grands mammifères. Il y a probablement, donc, à partir de ce moment-là, une consommation plus importante de viande de mammifères, de grands mammifères. Donc il y a un changement important. Et les outils sont nécessaires puisque l'homme est démuni, surtout à cette époque. Vous savez, l'Australopithèque Homo habilis, c'est 1m20, 30 à 40 kg. Donc, vous voyez, ça n'a pas de crocs, ça n'a pas de griffes. Donc, l'outil, voilà. Mais on voit cette corrélation entre les ossements d'animaux, de grands mammifères, et c'est plutôt une pratique de dépeçage, de récupération de viande sur des carcasses d'animaux qui viennent de mourir ou qui viennent d'être tués par un autre prédateur. Et donc, et là, en même temps, on voit se développer, si vous voulez, une augmentation de la capacité cérébrale très importante, parce que là, avec les habilis, on va se situer vers 350 cm3. Nous, on fait à peu près 1500 pour les plus élevés parmi nous. Et on va voir progresser, si vous voulez, en même temps que le cerveau se développe. On a une technologie qui va se développer dans les outillages, et on voit une augmentation de la consommation de mammifères. Et surtout, on voit apparaître les premières grandes stratégies de chasse, avec notamment les Erectus, mais surtout les Néandertaliens. Donc là, à peu près à partir de 300 000 ans, on a vraiment des chasseurs. Et pour moi, il faut faire la différence entre l'apport carné en tant que protéine animale et l'évolution biologique de l'homme et la chasse, parce que la chasse va être fondamentale. Et la chasse, là, on parle de chasse, ce sont des hommes qui sont dans la nature, il n'y a pas de domestication, c'est bien avant la domestication de l'animal, donc ce sont des hommes qui vivent de la nature, grâce à la nature et dans la nature. Donc ils prélèvent ce bien qu'est l'animal pour se nourrir, et le végétal aussi, hein, tout est consommé. Et donc on voit ce qui est très important, c'est que c'est la chasse qui va en fin de compte développer quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existait pas, c'est le comportement social très organisé, notamment avec le partage de la proie. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça qu'on parle d'humanisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir la coopération, parce que quand on est un chasseur, un prédateur, surtout à l'époque, c'est des armes qui ne sont quand même pas nos armes, bien sûr. Et donc, c'est absolument la coopération. Il va y avoir donc le développement aussi de tous les outils, donc
une évolution de la technologie, des armes. Il va y avoir donc aussi quelque chose de très important, le partage de la proie, parce que ça, c'est au niveau du groupe social, c'est très très important, cette notion de partage. Il va y avoir la division des tâches aussi, Oui. découper ou chasser l'animal, ce ne sera pas les mêmes. Et donc on voit se mettre en place, si vous voulez, l'organisation sociale. Et ça, c'est très important. Donc pour moi, ce n'est pas tellement le fait de manger de la viande, c'est parce que à cette période, je répète, c'est très important, on est dans un contexte complètement différent du nôtre, et on reviendra sur ça plus tard. Là, si vous voulez, ça a été fondateur. Ça a été très important. C'est un moment de notre histoire qui a existé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça c'est un autre sujet, mais ça a été comme ça. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que très tôt, comme chez tous les peuples chasseurs-cueilleurs dont on parlait tout à l'heure, il y a des rituels. Et ça, j'insiste beaucoup, il y a des rites de chasse. C'est-à-dire que là, je peux vous assurer, dans aucun des sites archéologiques, nous n'avons des abattages massifs. Il n'y a pas de Buffalo Bill. Hein. Il n'y a pas de massacre. C'est quelques animaux qui suffisent donc au clan, à la tribu, au groupe. Il y a des rituels, il y a des animaux qui sont tués, il y en a qui ne sont pas tués d'ailleurs. Et très vite, on va avoir cet animal va prendre une emprise très importante aussi dans l'imaginaire de l'homme, parce que tout de suite, il va y avoir cette relation particulière à l'animal, qui est bon à manger, bon à penser, comme l'ont dit mieux que moi certains de nos collègues, et qui, en fin de compte, c'est très important. Il va y avoir la grotte de Lascaux, par exemple, où là, l'animal, c'est pas simplement l'animal chassé. Les pannes de Lascaux, on mangeait que du renne, et il n'y a pas de renne à Lascaux. C'est des aurochs, c'est des cerfs, etc. Donc il y a un rapport à l'animal qui est déjà très fort et très différent. Donc ces rituels, on ne tue pas n'importe comment l'animal, on ne tue pas plus que ce dont on a besoin, et il y a un respect. Il y a des rituels avant, pendant et après. Donc l'histoire de l'homme est quand même l'histoire d'un être vivant qui a développé des capacités mentales, cognitives, sociales autour du dépeçage d'abord d'animaux morts, enlisés par exemple, je crois, et ensuite autour de la chasse, et ensuite autour du rituel. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on sent qu'il y a un problème, qu'on se pose la question plutôt qu'on se bat les animaux, étant donné que ça nous a accompagnés si longtemps, quelle est aujourd'hui, où est-ce que l'affaire achoppe, à votre avis, Florence ? Alors avant de répondre à votre question, peut-être Marie-Hélène, j'ai lu sur votre plume et celle de vos collègues qu'il y a quand même un peu controverse autour du rôle de la chasse dans l'hominisation, auquel certains donnent une importance plus ou moins grande, et que, au fond, certains ont défendu l'idée qu'il pouvait y avoir des mécanismes de socialisation et de partage autour d'autres choses aussi que la chasse, le partage de la cueillette, le fait de confectionner des choses ensemble. Et voilà, je l'ai appris sous votre plume, du reste, que tout le monde n'était pas absolument n'avait pas un avis aussi tranché sur le rôle unique de la chasse dans le processus d'hominisation. Tout à fait. Et cette controverse est venue, ça c'est intéressant parce qu'on rejoint la sociologie, cette controverse est venue pas tellement sur le point de vue de la viande, mais justement par rapport à la chasse et la cueillette. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les années 70 des féministes américaines qui ont trouvé que de baser notre histoire sur, en fin de compte, le chasseur, donc le mâle, le viril, et tout, c'était pas une vision qui allait de soi déjà, et surtout dans les années 70, on n'avait pas autant de données. Et puis en plus, qui était un peu de penser qu'on était des singes tueurs au départ. C'était faussé parce que la plupart des archéologues aussi étaient des hommes. Et donc elles ont dit non, la cueillette est aussi importante. Et ça, ce qui est clair, c'est que dans les peuples chasseurs-cueilleurs, surtout pas dans les latitudes nord, bien sûr, les Inuits, tout ça c'est différent. Mais c'est vrai que sinon, la cueillette est très importante. Et la cueillette a apporté beaucoup de nourriture et aussi a permis le développement aussi de techniques. Donc elles ont recentré sur ça, sur ce débat. Alors le problème, c'est qu'elles ont été confrontées aux données archéologiques. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, choses, tout à fait. Il reste peu. Du coup, l'hypothèse de la chasse, elle est un peu hypertrophiée dans la mesure où on n'a pas beaucoup de données archéologiques sur d'autres
type de partage sur la nourriture végétale, etc. Donc, Alors ça enfin, c'est vrai aussi, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au niveau des données archéologiques, il y a un biais. On peut y avoir parce que on n'a pas de conservation des végétaux, très peu. Enfin, maintenant on a des moyens de voir et on sait que maintenant Néandertal mangeait des galettes de céréales sauvages. Donc ça c'est une nouveauté très intéressante. Mais par contre, quand on fait les analyses biogéochimiques, je ne vais pas embêter le public pour expliquer la méthode qui nous permet de savoir ce que vous avez mangé, ce que vous voilà. Là, par contre, ça confirme quand même que c'est une alimentation carnée. C'est-à-dire que là, on se trouve dans les courbes. J'aurais dû amener une image. On se situe vraiment presque comme une alimentation de loup. C'est-à-dire qu'on est très, surtout les Néandertaliens et les premiers hommes modernes. Il faut vous dire aussi que dans ces périodes-là, je prends l'Europe, hein, on va rester en Europe, dans ces périodes-là, il faut dire que c'est des périodes glaciaires. Et nous avons des refroidissements importants et le végétal est réduit et en plus il n'y a pas beaucoup de protéines. C'est-à-dire que c'est ça aussi, il faut faire attention. C'est-à-dire que l'alimentation végétale, pour soutenir un métabolisme, il faut quand même qu'elle soit conséquente. Et là, dans ces périodes de refroidissement importantes, c'est-à-dire par exemple vers 25 000 ans, par exemple les Magdaléniens contre Lascaux, là on a une période froide où il n'y a quasiment pas, et même les graminées sont toutes maigrelaises, si je veux dire, il y a très peu d'apport de protéines végétales. Et donc, c'est pas en mangeant 3 feuilles et puis 3 baies sauvages qu'on va pouvoir vivre. Donc, je crois aussi que, si vous voulez, c'est un phénomène où l'impact de l'environnement aussi est à considérer. On le voit aujourd'hui dans les latitudes extrêmes, et les Inuits ou même les éleveurs de rennes ne mangent presque pas de végétaux puisqu'ils sont inaccessibles. Jocelyne Porcher, Marilène Patou-Matisse a parlé des grottes de Lascaux et du fait qu'on y voyait beaucoup d'animaux qui n'étaient pas chassés, comme s'il y avait une dimension de relation à l'animal qui peut-être est d'un autre ordre que le prélèvement pour la viande. Quel est le point de vue des éleveurs là-dessus? Ou justement, vous parliez des compagnons des animaux. Le rôle respectif de la relation de vie et de la relation de mort. Enfin, mes enquêtes montrent que la rationalité qui préside au travail avec les animaux d'élevage, c'est le lien. C'est-à-dire qu'on vit avec des animaux, on élève des animaux pour vivre avec eux, et grâce à notre vie en commun, on peut tirer un revenu qui nous permet de continuer à vivre avec eux. Ce qui compte pour les éleveurs, c'est la vie en commun avec les animaux. Mais alors, je le dis, quand je parle des éleveurs, justement, je parle des éleveurs, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment on en est arrivé là à poser cette question de peut-on manger les animaux après avoir été les humains qu'on a été, parce que justement l'élevage n'est plus ce qu'il a été. Avec le siècle industriel, l'élevage a été pris en main par les productions animales industrielles, et du coup c'est devenu tout autre chose. Cette relation historique, millénaire avec les animaux, où le fait de manger de la viande, alors peut-être, moi je ne suis pas préhistorienne, mais ce que je connais par rapport aux éleveurs, c'est un effet dérivé, manger de la viande. Et pendant longtemps, on en a mangé très peu. C'est à partir du 19e siècle, à partir de la société industrielle, qu'on s'est mis à manger de la viande comme des dingues. Et non pas parce qu'on en avait besoin physiquement, pas plus qu'aujourd'hui, mais c'est parce que ça fait tourner une machine productive et ça entretient, enfin ça fait tourner le système industriel. Donc la question se pose aujourd'hui de est-ce qu'on mange des animaux, parce que on est face à un rapport de travail aux animaux qui a été complètement défait, désaffectivé, détruit pour faire place à un rapport à l'animal qui est un rapport utilitariste, instrumental, où les animaux n'ont plus aucune place et sont juste les objets d'une production qui sert en fait à faire du profit. D'ailleurs, ces animaux ne sont mangés, il faut le souligner, que par les populations solvables. Ça n'empêche pas toute cette masse d'animaux produits et tués qu'un milliard de personnes soient sous-alimentées. Donc on est bien dans un système qui vise à produire de la matière animale pour faire du profit, du profit. Donc si on parle de ça, effectivement, et du coup, face à ce système, face au traitement cruel des animaux, au fait qu'ils ne sont plus rien dans ces systèmes, évidemment, un consommateur ordinaire, un citoyen ordinaire se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est abominable, c'est infâme, il faut arrêter ça ». Le problème, c'est que ça, c'est pris pour l'élevage. Mais l'élevage, c'est pas ça. Et ça, c'est le sens de mon travail, c'est d'essayer de dire
que le rapport de travail aux animaux hérité de toute cette histoire humaine, il est fondé sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus, alors qu'à trait avec la vie, avec la mort, qui ne peut pas être résumé voilà, en 2 secondes, mais qui n'a rien à voir avec ce massacre dérisoire, obscène et absurde de ces milliards d'animaux tous les jours. Quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, quand on dit peut-on manger les animaux, c'est pour ça que je disais quels animaux. Si c'est les cochons issus des systèmes industriels, non seulement on ne peut pas les manger, mais on ne doit pas les manger pour des tas de raisons. Si c'est d'autres cochons avec d'autres éleveurs, ben là, effectivement, la question est intéressante. Alors, et on peut se demander, non pas si on peut les manger, mais pourquoi on les mange. Voilà. Alors, quels autres... Oui, parce que vous parlez d'un éleveur qu'on a un peu du mal à se représenter, des éleveurs qui précédaient ce basculement vers le système utilitariste. Comment vivaient-ils avec leurs animaux? Parce que vous avez l'air de dire ils vivaient avec leurs animaux pour être avec eux, et puis ils en mangeaient presque pas. Est-ce que c'est un petit peu ça? Et quelle était la place de l'animal dans ces sociétés-là? C'est un peu loin de nous. On parle de société paysanne. Donc les animaux, ils font partie du lien social. C'est les animaux qui tirent les charrues, c'est les animaux qui les brebis donnent la laine, etc. Enfin, c'est tout un système social humain qui n'est rien sans les animaux, qui a été fait au fil de l'histoire avec les animaux. Sans les animaux, mais on n'est rien du tout, quoi. C'est ça bien l'enjeu actuellement, justement. Alors, cet animal dans l'état de paysan, c'est un partenaire de travail, voilà. Et la mort, elle est rare. Elle est rare, mais elle est pratiquée occasionnellement pour une consommation de temps en temps. Par exemple, les animaux de réforme sont tués et mangés. De réforme c'est-à-dire une bête qui arrive en fin de parcours. Mais je veux dire, une vache, elle est tuée aujourd'hui à 5 ans. Ça peut vivre 20 ans, une vache. Hein, donc on n'est pas du tout dans les mêmes types d'espérance de vie des animaux, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que cette relation paysanne avec les animaux, elle a pas laissé de traces, en fait. Voilà, c'est ça qui est dur à expliquer, c'est que quand on parle de la relation à l'animal, on s'imagine que c'est déjà la relation prise par le siècle industriel. C'est-à-dire que parce que le siècle industriel, il commence avant le milieu du 19e siècle, où là, on invente la zootechnie, où là, on dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça aux paysans. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé cette évolution à cette époque-là? Au 19e siècle? Oui. Non, mais au 19e siècle, c'est la naissance en Europe du capitalisme industriel. Et donc, y a des gens qui se sont dit, tiens, mais la nature, ça rapporte, mais tiens, et les animaux, ça pourrait rapporter, ça. Et voilà, on se met à se dire, mais l'animal, c'est une source de profit. Et puis, voilà, c'est comme ça que naît la zootechnie, comme science de l'exploitation des machines animales. Mais cette notion de machine animale, elle est héritée de Descartes, de Bacon, etc. Ça ne vient pas comme ça. D'accord. Voilà, c'est tout un fil mais moi, ce qui me frappe, c'est justement l'ignorance que nous avons et du fait que les paysans n'écrivent pas. Les paysans n'ont pas laissé de... Voilà, et les gens de la grotte de Lascaux ont eu plus de chance parce que les paysans du 19e siècle n'ont pas peint sur les murs. Donc on peut... voilà, on ne sait pas ce qu'ils vivaient. L'animal-machine, l'utilitarisme, l'héritage de Descartes, on est en train quand même un petit peu de revenir dessus. Et peut-être que Florence Buria, vous pourrez peut-être commenter un petit peu cette analyse. Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que c'est la question du lien avec l'animal qui est pervertie aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ceux qui mangent le plus de viande, ce sont des sociétés qui, en fait, dans des grandes mégapoles, sont complètement coupées de l'animal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez pertinent là? Alors, je ne vais pas parler de Descartes, c'est pas très intéressant. Quand Jocelyne dit ça n'a pas laissé de traces, et du coup, je me demande sur quels éléments Jocelyne se fonde pour dire que cette relation était magnifique. Mais je vais continuer à parler un peu. Non, attends, juste, je te réponds que je me fonde sur ce que proposait Marcel Bloch ou d'autres historiens, de penser ce qui a précédé à partir de ce qui est. Moi, je connais les éleveurs aujourd'hui, j'ai rencontré des centaines d'éleveurs, j'écoute ce qu'ils me disent. Et par exemple,
pour reprendre aussi ce que disait Stéphane Jay Gould, que finalement, depuis un Néandertal, l'homme n'a pas tellement changé. Et bien, s'il n'a pas tellement changé, je me dis, les éleveurs d'aujourd'hui, ils ressemblent à nos ancêtres. Et pourquoi ne pas penser ce qui a été à partir de ce qui est? Parce que effectivement, la source, elle est actuelle, elle ne peut pas être... Et les éleveurs d'aujourd'hui sont dans une relation de respect, entre guillemets, ou une relation humaine avec l'animal? Oui, les éleveurs d'aujourd'hui, les éleveurs, je parle bien des éleveurs, pas des gens assujettis au système industriel et aux entreprises de l'agroalimentaire. Les éleveurs, oui, s'ils font leur métier, c'est parce qu'ils veulent vivre avec des animaux. Leur vie, ils ne la conçoivent pas sans les animaux. Ils sont en symbiose avec les animaux. Et c'est une image de notre société tout entière. Je veux dire, quelqu'un qui a un chien, un chat, quelqu'un qui aime les animaux, et puis il y a 8 millions de chats ou 7 millions de chiens, ou l'inverse aujourd'hui. Tous ces gens, ils pourraient comprendre ce que vivent les éleveurs en fonction de leur rapport, eux, à leurs animaux. Parce que c'est le même genre de rapport. C'est le même genre de relations affectives, compliquées, symbiotiques. Donc voilà sur l'approche. Vous voulez poursuivre? Oui, s'il vous plaît. Voilà, donc je viens de lire, et tu connais aussi les travaux d'Éric Baratet, qui montre dans son livre tout à fait remarquable qu'il vient de publier, Le point de vue animal, une autre version de l'histoire, qui est un livre d'une lecture assez rude, où il montre à quel point tous les animaux sont traités de façon absolument terrible, et aussi comment ce sont les éleveurs dont tu viens de parler, qui, de façon tout à fait compréhensible, je pense pour nous tous, mettent en place des systèmes qui permettent de façon empirique au début de sélectionner les animaux sur la qualité de production dont ils ont besoin, qui très vite comprennent qu'en les enfermant, en les mettant dans le noir et en les nourrissant sans qu'ils se dépensent physiquement, ils grossiront plus vite. Bref, la finalité de l'élevage, c'est tout de même de faire naître des animaux pour les faire produire le plus et le plus vite possible. Et quand il s'agit de consommer le corps de l'animal, sa chair, on ne voit pas très bien pourquoi les éleveurs les laisseraient vivre pendant des années, sauf si effectivement ce sont des auxiliaires de travail. Et là, je pense par exemple au modèle sur lequel Gandhi avait travaillé en disant pour donner des protéines laitières donc ça c'est dans les années 20, les années 30, il s'est penché sur la question très longtemps, mais je crois que c'est intéressant pour nous à titre de réflexion. Mais il faut penser au sort des bœufs, des mâles qui ne donneront pas de lait. Et il faut absolument leur trouver une utilité économique qui ne soit pas celle de l'abattage, puisque c'est un élevage qui serait végétarien, qui proscrit l'abattage. Et il dit que cette solution peut être mise en place à condition que le travail ne soit pas motorisé et que nous gardions donc les mâles pour le travail et sans les abattre, et les femelles pour le lait, l'utilisation des bousses de vache, etc. Et il disait, en parlant des buffles, qui ne s'adaptaient pas au climat dans certaines parties de l'Inde. Et c'est une idée qui peut déplaire peut-être à beaucoup de gens, qui dit, voilà, si économiquement nous ne pouvons pas nous occuper de ces animaux sans violence, il vaut mieux que cette espèce s'éteigne. Donc son idée était vraiment, et je trouve que c'est très moderne, d'essayer, même si ce n'est pas des solutions appropriées pour nos pays, c'est une expérience de pensée que je propose en rapportant ça, d'imaginer des systèmes où les animaux peuvent vivre leur vie jusqu'au bout et qui proscrit l'abattage. Je ne vois pas comment en élevage on peut laisser les animaux vivre leur vie. Le but, c'est quand même de les faire grossir et de les utiliser le plus tôt possible. Donc je ne comprends pas la solution que tu proposes. Voilà, je ne la comprends pas. Bravo. C'est bien, tu as ton fan club. Ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, mais voilà. Une réponse, mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas la solution, mais peut-être que ce monde que vous évoquez était celui d'une cohabitation entre l'homme et l'animal qui n'avait pas justement pour but de le faire produire de la viande et que c'est apparu au 19e siècle. Mais je crois que c'est l'idée, mais... Ce ne sont pas des éleveurs à ce moment-là. C'est autre chose. Ils ne sont pas des éleveurs de viande. Justement, c'est de l'élevage. Ce ne sont pas des éleveurs de viande à ce moment-là. Mais là, déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est que
les éleveurs n'ont pas inventé ces systèmes, on enferme les animaux dans le noir et tout ça, c'est faux. C'est la zootechnie, les zootechniciens, et avant la zootechnie, les agronomes, les bourgeois, les aristocrates, c'est eux qui avaient la main mise sur les procédures. Les paysans, ils obéissaient, ils faisaient ce qu'on leur disait de faire. Et personne ne leur demandait leur avis. Regarde les manuels d'agronomie du 18e, 19e siècle. Ce sont des aristocrates et des bourgeois pour qui un bœuf et un paysan, c'est exactement la même chose. Parce qu'il faut bien resituer la question du rapport à l'animal, justement parce que c'est un rapport social, dans l'ensemble des rapports sociaux. Les paysans et les bêtes, mais même jusqu'au 19e siècle, et même pour certains maintenant, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Donc ils vont pas aller chercher ce que les paysans pensent de leurs animaux avant de leur dire... et les manuels d'agronomie du 18e le mettent bien en évidence. Donc c'est pas les éleveurs qui ont dit on va enfermer nos animaux dans le noir pour qu'ils produisent plus, ce n'est pas vrai. Mais comment se fait-il alors que nous en soyons là? Nous, si on personne n'était d'accord. Non, mais parce que on a fait violence aux animaux, on a fait violence aux éleveurs et aux paysans pour imposer des systèmes qui étaient des systèmes destinés à faire du profit. Et regarde, les paysans ont résisté. Et ils résistent. Moi, les gens que je rencontre aujourd'hui, les éleveurs que je rencontre aujourd'hui, par exemple, je rencontre aujourd'hui qui résistent contre le puçage des animaux. Mais ils résistent. Mais qui les soutient? Le puçage des animaux? Oui, enfin, c'est une innovation pour identifier les animaux et favoriser la traçabilité. Mais ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais les éleveurs résistent à ce puçage des animaux parce que ça continue d'inscrire, ça inscrit encore plus leur métier dans le système, dans l'industrie de la viande. Vous parlez d'une violence, mais il y a sûrement une violence dans le travail des abattoirs, et j'imagine qu'elle déteint aussi sur les ouvriers des abattoirs, sur la façon dont ils sont perçus, même socialement. Mais les abattoirs industriels, c'est une horreur pour les animaux, c'est une horreur pour les gens. C'est quelque chose de terrible, mais j'ai fait des enquêtes en abattoir industriel, il faut écouter les gens ce qu'ils disent. C'est ça le problème. C'est de penser vouloir apporter quelque chose aux animaux sans écouter ce que disent les gens qui vivent avec eux et qui travaillent. Mais il y a des tas de gens dans les abattoirs, mais je les ai rencontrés, qui sont prêts à tout changer dans ces abattoirs. D'abord, dans ces abattoirs industriels, le boulot est mal fait, c'est du sale boulot, on mouille la viande, c'est n'importe quoi, n'importe qui connaît le métier est complètement atterré par la façon de traiter la viande dans ces systèmes, et en amont de traiter les animaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de distance aussi? On ne voit plus les animaux, on mange la viande qu'on a dans son assiette sans se rendre compte qu'il y a un animal derrière, à la limite. Et est-ce que la société n'est pas coupable d'avoir dressé des écrans comme ça qui permettent ce système de... Oui, justement, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut revoir les animaux, il faut s'intéresser à leur sort, il faut avoir pitié d'eux, mais il faut avoir pitié des gens aussi qui les élèvent, il faut comprendre le lien, il faut comprendre effectivement pourquoi on vit avec eux, chercher à comprendre avant de juger, voilà, et que la pitié et la compassion ne remplacent pas l'intelligence et la faculté de comprendre, quoi. Florence Burgard, vous dites qu'en dehors du problème de la souffrance animale, il y a la question de la mise à mort en tant que telle, même si on arrivait... Voilà. Oui, c'est-à-dire ce que Jocelyne propose, et c'est vrai que moi j'arrive pas à comprendre, est-ce que ta lutte c'est pour la compassion envers les animaux, ou est-ce que c'est pour qu'on continue à manger de la viande dans des conditions que tu juges bonnes? Voilà, bon, ça, il y a une oscillation dans le discours. Je ne doute pas qu'il existe, et que tu as rencontré, des paysans qui résistent, qui sont probablement une toute petite minorité. Si on considère que cette manière de faire est convenable, de toute façon, je ne vois pas comment on peut l'extrapoler, l'universaliser aujourd'hui en mangeant autant de viande. Alors, ça voudrait dire que si on met des systèmes plus respectueux des animaux, il y a de toute façon une chute de la consommation carnée qui sera extrêmement importante, énorme. Bon. Ceci étant dit, on peut voir donc dans cette position une position réformiste et qui peut, je pense, aller assez loin dans l'attention portée aux animaux, confiée à quelques individus très rares dans ce monde de l'élevage ou de la production animale. Il est vrai que
dans la mesure où les animaux d'élevage sont tués extrêmement jeunes pour être mangés. Je parle en tout cas de ceux dont la chair est consommée. On n'attend pas qu'ils soient vieux pour les manger. La question de vivre sa vie, et après tout, les animaux n'ont pas plus que nous d'autres choses que leur vie à vivre, continue de se poser. Voilà. Et il me semble que même si on imaginait, et ça, personnellement, ça me semble tout à fait difficile à imaginer, qu'un groupe très contrôlé d'éleveurs qui veulent vivre avec leurs animaux, mais qui cependant continuent à en vivre en les tuant très jeunes, mais font très attention à eux, enfin, sans parler du paradoxe qui est interne à cette situation. Je ne vois pas ce qui pourrait aussi empêcher ce métier de se réindustrialiser à nouveau. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement le fait de tuer extrêmement jeunes les animaux, et donc de toute façon de ne pas les laisser vivre. Alors soit on s'intéresse au troupeau, au flux du troupeau, et peu importe les individus, on les remplace les uns à la suite des autres, ou bien on s'intéresse à chaque animal, ce qui est un petit peu inclus dans la question, peut-on manger les animaux, les individus. Et à ce moment-là, c'est vrai que la question se pose dans d'autres termes. Marie-Hélène Patou, je crois que vous vouliez dire quelque chose sur le début de l'élevage. Je fais partie de le côté ancêtre, là. Non, je voudrais revenir parce que c'est un fait intéressant, c'est le changement, le basculement qu'on voit absolument dans tout, que ce soit social, économique, quand il y a le basculement de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs-éleveurs. C'est d'abord l'agriculture, et ensuite c'est l'élevage. Et là, il y a un changement radical, notamment bien sûr dans l'économie, puisque de prédateurs on passe à producteurs, mais surtout c'est là où on voit s'intensifier les conflits. Et il va y avoir on voit un changement aussi au niveau de la cosmogonie, les déesses sont remplacées par des dieux, etc. Donc il y a un changement radical, probablement parce qu'il y a une prise de conscience de l'intervention du côté du rôle masculin dans les grossesses, etc. Enfin bon, on ne va pas parler de la famille, mais à côté de ça, on voit aussi les conflits, parce que justement, il va y avoir l'apparition de stockage, l'apparition de surplus. Dès qu'il y a un élevage ou de l'agriculture, il y a cette apparition de surplus, et aussi cette nécessité d'avoir plus de territoire. Donc il va y avoir à la fois, ce qui se comprend assez logiquement, des conflits avec les autres groupes. Donc c'est l'apparition des conflits importants et l'apparition des guerres, proprement dit, et aussi à l'intérieur. La chasse ne posait pas des questions de territoire? Non, parce que bien sûr, il faut faire attention, il y a une donnée très très importante. On ne va pas développer, c'est pas le sujet, mais c'est la démographie évidemment qui n'est pas la même non plus. Parce que dès qu'on devient agriculteur et éleveur, la sédentarisation qui a commencé un peu avant, parce que déjà les chasseurs-cueilleurs, on voit très bien qu'ils commencent déjà probablement avec du parquage de rennes, des choses comme ça. Donc ils sont déjà la sédentarité commence, contrairement à ce qu'on croit, commence avant les premiers villages importants. Mais ça va s'intensifier et forcément la démographie va faire un bond gigantesque. Donc c'est évident qu'aussi il y a cette notion de démographie par rapport au conflit. Mais malgré tout, on a absolument zéro trace, c'est mon prochain livre, chez les chasseurs-cueilleurs, chez les paléolithiques, de guerre. Il n'y a rien. Il y a des fois des conflits interpersonnels, il y a du cannibalisme, du sacrifice, mais c'est pas du tout, il n'y a pas de conflit important, de guerre. Il y a pas, alors que là, avec les néolithiques, notamment le néolithique moyen, on va avoir des massacres. À 5000 ans, on a des charniers où il y a vraiment des villages entiers qui sont... Qui est lié à la possession de ressources. Ben oui, parce qu'en fin de compte, il va y avoir deux types de conflits. Le conflit entre les chasseurs-cueilleurs qui voient les agriculteurs et les éleveurs, et donc ils vont prendre, évidemment, il y en a qui possèdent. Et puis il va y avoir surtout aussi au sein de ces communautés, aussi entre elles, pour des notions de territoire. Donc ce qui est aussi... enfin, pour moi, le paradoxe, c'est, je vais revenir sur ça parce que ça me paraît aussi important, parce que la chasse, c'est aussi la mise à mort. Et le paradoxe qui m'est apparu dans ces périodes-là, dans cette histoire-là, c'est qu'en fin de compte, les peuples chasseurs-cueilleurs, par rapport à la nature, par rapport aux animaux, c'était beaucoup moins problématique, si j'ose dire, que par rapport à l'élevage. Donc, et c'est d'autant plus vrai que va apparaître le sacrifice.
C'est-à-dire que le sacrifice d'un animal avant de le manger, il y a des peuples, je pense que Florence connaît ça mieux que moi, chez les Grecs, etc. On ne mange pas comme ça, on ne va pas chez le boucher acheter. L'animal doit être sacrifié, rituellement sacrifié. Il y a même le rite du meurtrier. Le couteau, on va chercher qui est le coupable et tout, puis après on va dire bah, c'est le couteau, donc on va acheter le couteau dans la mer ou dans un fleuve. Donc il y a vraiment des choses, on sent bien le malaise qu'a l'homme par rapport à l'animal. Mais il y a un rituel dans la chasse aussi, mais le rituel dans le sacrifice n'est pas le même. N'est pas le même, mais comme si, alors que là on se dit mais pourquoi il y a quand même, l'homme a quand même besoin de justifier qu'il tue un semblable, un frère comme on dit certains. Donc, et c'est vrai qu'il y a toujours cette relation. Et c'est, je crois, pour revenir à ce que disait Florent, je pense qu'il y a, je crois, un mal-être, un sentiment qui fait que, bon, on va le tuer, mais c'est vraiment pour manger, etc. Ou bien sinon, on va le faire rentrer dans un côté sacrificiel. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, pourquoi il y a autant de mangeurs de viande actuellement ? Enfin, actuellement, depuis une cinquantaine d'années. Mais parce qu'on ne voit plus que c'est de l'animal. Quand vous achetez une barquette, moi les enfants, on lance toujours cette blague. Les enfants pensaient que les poissons, c'était carré et pané. Oui. Hein, donc, voilà, parce qu'en fin de compte, on ne voit plus aussi. Et dès qu'il y a l'étalage du gibier, à la saison du gibier, et ben maintenant, il y en a de moins en moins, parce que là, on se rend compte que c'est un animal mort. Donc, c'est pour ça que c'est toujours, cette relation est très complexe. Et je pense que on pourra débattre, je crois, beaucoup sur tous ces sujets. Doit-on manger, pas manger ? Parce que notre relation à l'animal est à ce côté aussi de lien social. Il y a le degré de proximité aussi. Je veux dire, personne ne pleure quand on écrase une araignée, quand même. Bon, moi, je n'écrase pas les araignées, parce que je ne vois pas pourquoi je vais écraser une araignée. Mais je veux dire, il y a plein de gens, ils ne font même pas attention. Je veux dire, voilà, vous mangez des insectes. Bon, moi, j'ai mangé des fourmis volantes. Bon, on ne va pas se poser. Alors qu'il y a le degré de proximité aussi qui est important. Donc, ça veut dire, parce que plus l'animal nous est familier, plus il est dur à tuer. C'est ça. Et encore plus à manger. Parce qu'on incorpore, là, voilà. Donc... Je crois que c'est complexe et que c'est vrai que moi, je connais bien enfin, moins bien, mais comme les éleveurs, parce que ma sœur élève des vaches laitières. Donc je sais qu'il y a un rapport donc, à l'animal des éleveurs qui est très très fort. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas jeter l'anathème sur ces éleveurs-là. Et moi, je fais aussi vraiment cette distinction très très nette entre ce qui est devenu... justement l'abattage massif et tout, et ces petits éleveurs. Ou bien si je prends encore en Afrique, il y a les Maasai, par exemple, ils ont 400 bovins, etc. Ils ont ces petits éleveurs, ils en tuent un de temps en temps quand c'est des fêtes, des grandes cérémonies, ils n'en mangent pas tous les jours, c'est des cérémonies, c'est rituel, là aussi c'est festif. Et donc voilà, il faut faire, je crois qu'aussi il faut faire très attention, parce qu'il y a l'homme aussi quand même. Hein. Oui. Donc il y a des hommes qui vivent avec les animaux. Est-ce qu'il y a des peuples qui pourraient vivre matériellement sans manger de viande, avoir assez de ressources alimentaires pour vivre sans viande ? Ah bah oui, moi je pense que tout à fait. Est-ce que je veux dire, il y en a qui en ont besoin, un besoin vital. De manger de la viande ? Oui. Bah parce qu'on peut aimer le goût de la viande. Non, mais qui a un besoin vital. Besoin pour survivre. Bah, c'est-à-dire que si on prend, alors là peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais moi j'ai fait une conférence avec Fricker, qui est un diététicien, et par exemple lui végétarien, ça pose aucun problème pour lui, mais au niveau du métabolisme, des problèmes de santé, par contre végétalien ça pose un problème. Voilà. Bon, moi, je vous dis, je ne suis pas. C'est-à-dire que ne manger aucune protéine animale. C'est par exemple enlever tout ce qui est fromage, qui est lait, tout ce qui vient de la protéine animale. Pour lui, bon, mais ça, c'est un médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Oui, mais la question que je posais, c'est par exemple un Inuit qui n'a pas accès à un régime équilibré à base de végétaux. Oui. Est-ce qu'il est légitimement en droit, même avec les exigences morales les plus élevées qu'on veut, de tuer l'animal pour se nourrir? Ah bah, de toute façon, là, il est quasiment au contraire. Enfin, mais sauf maintenant, bien sûr, avec le commerce, maintenant, tout ça, ça a changé. Hein. Il faut bien voir que la plupart des sociétés, même ces peuples-là, ils peuvent retourner. Mais c'est vrai que eux, par exemple, ce sont des grands mangeurs de viande. Parce que c'est évident qu'ils mettent des végétaux. De toute façon, il y a toujours un apport de végétaux. Hein.
même chez les Inuits. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont aussi un métabolisme légèrement différent hein, pour le glucose, etc. Mais je pense que c'est ce qui est quand même important, et vous l'avez bien souligné, c'est qu'il faut faire aussi quand même attention quand on parle d'éleveurs quand même. Et c'est vrai que moi, je suis toujours aussi un peu craintive parce qu'il y a des hommes derrière et peut-être faudrait voir avec eux, parler avec eux. Enfin, ça, c'est pas du tout mon domaine, c'est plus le vôtre. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas... moi, je pense que le côté animal est très, très important. Et je fais partie aussi des gens qui pensent qu'il faut absolument éradiquer complètement la souffrance animale dans ces endroits. Mais attention, il y a quand même aussi les hommes. Et pour moi, je suis désolée, il n'y a pas des animaux qui ont plus de droits que certains hommes. Hein. Donc voilà, je veux dire, il faut faire très très attention à cette relation et peut-être c'est par des rencontres, des discussions qu'on pourra peut-être faire changer. Parce que c'est pas parce qu'on a été, ça je voudrais aussi le dire au public, si vous voulez, moi ma position, je suis ni pour ni contre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, le problème c'est que c'est pas parce qu'on a été comme ça dans le temps, dans le passé, qu'on est passé peut-être par cette étape nécessaire qu'on doit le rester. Ça, c'est évident pour moi. C'est-à-dire que c'est un autre débat, on peut aller vers autre chose. Mais je dis, attention, il faut quand même faire... voilà, il y a l'animal, ça c'est vrai, et on a besoin qu'on le défende, puisque lui, il ne peut pas se défendre, mais aussi il y a des hommes derrière. Il faut débattre avec eux, hein, on ne va pas... c'est beaucoup d'éleveurs. Hein. Je crois... Alors, ça tombe bien, parce que notre débat va toucher à sa fin, et on va avoir un peu de temps pour interagir avec vous. Donc, on va faire circuler des micros, justement, pour que chacun puisse poser des questions. S'il vous plaît, posez des questions, pour que ça puisse être l'amorce d'une discussion. Évitez simplement de transmettre des opinions, dans un premier temps. Bonsoir. Je voudrais aborder tout de suite là, le paradoxe des éleveurs qui ont apparemment cette affection pour les animaux et qui à la fin les envoient à l'abattoir. Est-ce qu'on peut penser, nous, avoir une relation d'affection avec quelqu'un et à la fin l'envoyer à l'abattoir ou le tuer nous-mêmes? Donc c'est important ce paradoxe. Il a été mentionné, il n'a pas été discuté. Qui veut répondre? Je voudrais juste ajouter quelque chose. Non, c'est une question, on va essayer d'y répondre, c'est une question importante. Mais juste par rapport à la dame là, un dernier, qui a dit il faut faire attention aux animaux, ils ne doivent pas avoir plus de droits que nous, je suis d'accord sur ça. Et il y a des hommes derrière, il y a des éleveurs. Mais ces éleveurs, ils peuvent faire un autre métier. Il y a des tas de métiers au cours de l'histoire qui ont disparu. Alors, commentaire est un commentaire. La première question, qui veut y répondre? Moi, simplement, je suis naïf, j'ai des images plein la tête, je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais il me semble qu'il y a eu quand même des peuples, notamment d'Amérindiens, qui vénéraient le bison, qui lui portaient une véritable adoration et qui tuaient des animaux pour se nourrir. Donc je pense que ce paradoxe, je ne sais pas si c'est un véritable paradoxe. Mais, je peux dire quelque chose à propos de ce que vous venez de dire. Je crois que la vénération dont vous parlez, elle peut être tout à fait symbolique, totémique, et que monsieur parle tout à fait d'autre chose. Il parle d'un véritable lien d'affection, et je crois que c'est important ce que monsieur vient de souligner, c'est-à-dire que, à mon sens, c'est mon avis, si on veut modifier la relation aux animaux qui s'est détériorée depuis 2 siècles de façon très grave, je pense que le premier pas, c'est de ne plus les manger, de ne plus les regarder comme des êtres qui viennent au monde pour être consommés. Et que convoquer le rituel, etc., je crois qu'on parle complètement d'autre chose. Et que la vénération du bison probablement n'a rien à voir avec le lien d'affection dont on peut parler, nous, aujourd'hui, dans une relation avec des animaux. Oui, ce que vous dites, ça me fait penser aussi au dilemme de certains chercheurs qui ont des animaux au laboratoire auxquels ils s'attachent et qui sacrifient pour les besoins de leur recherche. Et ils ressentent souvent des dilemmes moraux importants. Oui. Alors, on m'a donné le micro, je continue. D'accord, donc moi, je voulais intervenir sur 2 points qui sont liés. Le premier point, c'est le point diététique.
Donc je fais partie de l'Association végétarienne de France et on essaie justement de défaire un certain nombre d'a priori par rapport à l'alimentation, notamment végétalienne. Et je voulais citer une petite anecdote. Il y a un médecin en France qui s'appelle le docteur Jérôme Bernard Pellet qui essaie de diffuser une information sur le végétalisme. Il s'est beaucoup documenté et il s'est rendu compte qu'effectivement, une alimentation totalement végétale, à condition qu'elle soit supplémentée en vitamine B12, ne pose aucun problème. Et il y a quelques années, il a fait passer une annonce dans le journal des médecins et il a fait passer un appel en demandant à toute personne qui aurait connaissance d'une information scientifique sur le caractère néfaste d'une alimentation végétalienne supplémentée en vitamine B12, y compris pour les enfants ou les nourrissons, de lui adresser ces informations et proposer 1 000 € en échange d'une telle information. Il n'a reçu aucune réponse. C'est-à-dire que, visiblement, il n'y a aucune... Enfin voilà, l'alimentation végétalienne est tout à fait possible et ne présente aucune contre-indication à condition qu'elle soit supplémentée en vitamine B12. Ah oui. Sachant que on trouve de la vitamine B12 dans la viande parce que la plupart du temps, les animaux eux-mêmes sont supplémentés. C'est-à-dire que dans notre alimentation moderne, la vitamine B12 est peu présente. Mais je continue. Je voulais évoquer cette question du possible lien d'affection entre les éleveurs et les animaux. Et je voulais parler de ma famille. Je viens d'une famille d'éleveurs. Mon grand-père était éleveur de vaches laitières. Et c'était une personne très sensible. Et j'ai toujours entendu raconter que lorsqu'il conduisait les vaches à l'abattoir, donc les vaches de réforme, il était extrêmement malheureux et extrêmement triste. Je pense que cette coexistence entre une affection réelle pour les animaux et le fait de les emmener à l'abattoir, ça a été possible parce qu'il y avait une sorte de fatalisme par rapport au fait de devoir utiliser les animaux et de devoir manger de la viande. Je pense qu'à partir du moment où on ne considère pas qu'il est nécessaire de manger de la viande, alors une toute autre approche est possible. Et je pense qu'effectivement, ce lien d'affection peut exister quand on considère qu'il est nécessaire de manger de la viande pour des raisons diététiques ou autres. À partir du moment où on sait qu'il n'est pas nécessaire de consommer des produits animaux, on peut s'affranchir de ce genre de l'idée d'une nécessité. Je vais essayer de répondre à ce que vous dites et à ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre toute la soirée, mais le problème, la façon dont vous considérez les choses, c'est de penser que les éleveurs élèvent, d'une part que les éleveurs élèvent les animaux pour les tuer, ce qui n'est pas le cas. La mort, c'est un effet du travail, c'est pas le but du travail. Et d'autre part... Non, mais je crois que c'est le résultat d'enquêtes auprès des éleveurs. Donc, allez-y, Jocelyne, continuez. Et s'il vous plaît. Dans le refoulement, non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans le refoulement. Donc d'une part, la mort des animaux n'est pas le but du travail, c'est le bout du travail. Et d'autre part, la question de la viande, elle se pose effectivement autant que des produits animaux. Et là, il y a justement deux choses. La plupart, effectivement, vous parlez de végétaliens, et c'est une nécessité pour votre argumentation, parce qu'à partir du moment où vous parlez seulement de végétarisme, évidemment, toute votre argumentation ne tient plus. Or, la plupart des gens qui défendent les animaux aujourd'hui sont seulement végétariens et pas végétaliens. Et donc, il y a de plus en plus de végétaliens, mais par exemple Marcella Yacoub, qui n'est pas là et qui a écrit un livre sur le végétarisme, a bien dit à la fin, et ça m'a fait beaucoup rire, qu'elle mangeait maintenant des omelettes au fromage. Alors pour manger une omelette au fromage, il faut tuer 3 types d'animaux, et non pas un seul si on mange un steak. Donc... faut tuer des animaux pour manger une omelette ? Une omelette au fromage, ça nécessite la mort des poules, ça nécessite la mort de poussins, ça nécessite la mort de vaches et de veaux. Non. Même 4. Ah, de poules. Bah si, la poule pondeuse est finie. C'est-à-dire que pour avoir des œufs, il faut avoir une poule qui, à la fin, forcément, est sacrifiée. Mais ça, il faudrait que les végétariens se rendent compte que alors on peut être végétarien parce que d'autres mangent de la viande. C'est ça le problème, c'est que la viande, c'est pas l'objet, la viande. La viande, c'est l'effet dérivé, mais ce qui compte effectivement, et historiquement, c'est le lait, c'est les œufs, c'est les produits animaux. Mais si on produit du lait, à un moment d'abord, il faut un veau, il faut une naissance de veau. Ça, il y a plein de gens d'ailleurs qui l'ont complètement oublié, que pour qu'une vache produise du lait, il faut qu'elle ait un veau. Et le veau, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là que ça se pose la question de la mort des animaux.
Moi, je fais assez souvent la référence avec quelqu'un, par exemple, qui a une chatte et qui a des petits. Moi, c'était le cas quand j'étais jeune. Voilà. Qu'est-ce qu'un compagnon de chat fait des petits chats qu'a fait sa chatte? Il les garde et après, il en a 10, il en a 20, il en a 100, il en a 1000. Donc, voilà. C'est ce que j'essaye d'expliquer et de comprendre pour vivre avec les animaux, quelque part, à un moment donné. Parce qu'on est des êtres humains et parce que c'est nous qui avons la main quand même, c'est pas les animaux même si les animaux ne vivraient pas avec nous si on voulait pas, hein. S'ils voulaient pas. La vie avec l'animal, c'est une symbiose, c'est une société co-construite. Et c'est ce qu'on entend très bien justement quand on discute non seulement avec des éleveurs, mais avec des gens qui vivent avec. Et ça, moi, je voudrais bien que ça soit ressenti, que quand on vit avec un chien, on vit avec un chat, on fait de l'élevage. C'est de l'élevage, c'est ça le début de l'élevage. Il y a quelque chose d'implacable quand même dans ce que vous venez de dire, c'est que si on veut du lait, il faut prélever. Ah, ça c'est sûr. Il faut un veau, il faut gérer après la mort. Il y a autre chose que je n'ai pas fini. Il y a autre chose par rapport à ce que disait monsieur à propos de l'élevage, que les éleveurs pourraient disparaître. Ça, c'est la proposition de Lévi-Strauss, d'ailleurs, dans le texte qui a été cité en introduction, que l'élevage disparaisse, que les éleveurs disparaissent, sans se rendre compte que c'est quelque chose de monstrueux pour l'esprit humain d'imaginer que les éleveurs disparaissent. Parce qu'avec eux, ça serait toute notre relation à l'animal qui disparaîtrait, justement parce que le lien à l'animal familier, il est construit historiquement par l'élevage. Et d'autre part, il y a autre chose qu'il faut contextualiser, c'est dans quelle société on vit. Si on vivait dans une société merveilleuse, utopique, ça serait très bien. La plupart des éleveurs n'aspirent qu'à avoir 20 vaches et à n'emmener personne à l'abattoir. C'est leur désir le plus profond. C'est le désir de beaucoup de personnes visiblement qui sont là. Mais en même temps, est-ce qu'on vit dans ce monde-là? Non, on vit dans un système, comme j'ai décrit au départ, qui a pris en main le destin des animaux et des humains, et qui est un système capitaliste, libéral, monstrueux. Et cette monstruosité, quelles sont les alternatives? Voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire. Quelles sont les alternatives dans cette société capitaliste aujourd'hui, non pas dans le monde dont on rêverait? C'est que ce qui va remplacer la viande des productions animales, c'est les alternatives biotechnologiques. Donc ce qu'il faut, la viande in vitro notamment, sur quoi tu as écrit, et j'ai écrit aussi un article. Qu'est-ce qui fait... La viande in vitro, c'est faire pousser de la viande dans des boîtes en laboratoire. Hein. Oui, c'est de la culture cellulaire qui va remplacer dans très peu de temps le poulet industriel dans les linéaires. Pourquoi? Parce que c'est simple. Les systèmes industriels, c'est quoi? C'est de l'extraction de la matière animale du corps des animaux. C'est une industrie lourde, c'est une industrie contestée, c'est une industrie qui rapporte pas autant qu'elle pourrait rapporter. Effectivement, produire de la viande sans les animaux, ça c'est le rêve de McDonald's et de KFC. C'est l'idéal pour vendre des hamburgers. Et donc c'est dans cette société-là qu'on vit, on va remplacer une relation réelle avec les animaux, complexe, difficile, qui implique la vie et la mort, qui implique le plaisir et la souffrance, le bonheur et quelque chose de très complexe, qui fait que rien n'est simple, que non, un éleveur se lève tous les matins. Et voilà, il affronte la vie, il affronte ses difficultés. Et on va, en refusant ça, en refusant de voir que la vie et la mort, que la vie vit de la vie et vit de la mort, comme disait Yankelevitch, la vie vit de la vie et vit de la mort, eh ben on va tout simplement arriver à une société de morts vivants. Et c'est ça à quoi conduit c'est ce refus de la mort et ce refus de penser la relation à l'animal dans la vie et dans la mort. Oui. Madame, excusez-moi. il y a des questions. Bon, alors je suis tout à fait d'accord avec madame Florence Burga. Florence Burga, oui. Tout à l'heure, madame à droite, vous avez parlé des liens entre les éleveurs et les animaux. Et je voudrais savoir ce que vous pouvez répondre au fait qu'il y a des éleveurs, comme vous les appelez, ou des paysans, si vous préférez. Que font-ils avec l'élevage en batterie? Ont-ils des sentiments pour les animaux qui sont élevés en batterie? Ont-ils des sentiments pour les
pour les oies et les canards qu'ils gavent. Et je vais vous citer l'exemple. Je suis allée au salon de l'agriculture, je suis allée au salon du cheval, et j'ai notamment vu un stand qui concerne les chevaux de trait. Les chevaux de trait, dont les cobs, etc., qui sont, paraît-il, en voie de disparition. Donc, ils font un appel, je n'ai malheureusement pas la fiche avec moi, au fonds, aux dons, pour permettre le sauvetage de ces chevaux. Je me suis étonnée, j'ai ici le papier, que le centre d'information sur la viande est un stand juste à côté de ces chevaux qui sont en voie de disparition. Et j'ai dit pourquoi. On m'a dit parce que les chevaux de trait, il y en a trop pour certains, et on les met à l'abattoir. Notamment les mâles et les femelles servent à la reproduction. Alors on protège soi-disant une race ou des races en voie de disparition, et d'un autre côté, on les met à l'abattoir. Et ça, aimer les animaux. D'autre part, je voudrais vous dire à propos de la viande, n'oublions pas non plus que les Asiatiques, tels que les Vietnamiens et les Chinois, mangent du chien. Voilà. Et ici, j'ai un papier que Madame a aussi d'ailleurs, qui est consacré aux abattages rituels, qui ont fait l'objet de pas mal de polémiques récemment lors des élections. Et je voudrais savoir, puisque personne n'en a parlé, ce que vous en pensez et pourquoi il y a une dérogation en France, qui est de droite ou de gauche, je n'en sais rien, peu importe, qui permet l'abattage rituel, alors que dans d'autres pays, il a été supprimé. Voilà, c'est des questions auxquelles j'aimerais avoir une réponse. Beaucoup de questions. Sur les batteries, je pense que tout le monde est d'accord. Enfin, sur les traitements des animaux en système industriel, j'ai écrit plusieurs livres pour dénoncer le traitement des animaux en système industriel, donc je vous encourage à les lire, notamment en porcherie industrielle. Donc, De sentiments. Non, mais vraiment, il y a... la question dans les systèmes industriels, la question elle se pose différemment qu'en élevage, parce que les personnes sont contraintes à faire des choses qui va contre leur sens moral. Et là, on est plus dans un système de partage de la souffrance entre hommes et animaux. Sur l'abattage rituel, je n'ai pas compétence à parler de l'abattage rituel spécialement. Non, je pense que là, la question de l'abattage rituel, elle a aucun sens dès lors que tous les animaux sont abattus en système industriel. À partir du moment où on est en système industriel, c'est pas la peine de parler de rituel. Donc, il faudrait déjà... Mais non, puisque les animaux halal et les animaux oui, non, mais... Oui, non, mais dans la... Oui, bien sûr, mais le problème, c'est de poser la question d'un rituel, que ce qui soit halal, kasher, ou même un rituel qu'aurait un éleveur, comme les éleveurs ont des rituels qui doivent être ancestraux, qui n'ont rien à voir avec une religion particulière. Mais dès qu'on est dans le système industriel, c'est un mensonge de parler de rituel, parce qu'on est dans l'industrie, les animaux ne sont pas des animaux, c'est juste des objets, c'est de la matière à transformer. Donc parler de rituel, c'est complètement dérisoire. Ce que vous voulez peut-être dire, madame, c'est que c'était un surcroît de souffrance qui était cautionné par les pouvoirs publics. C'est ça ? Pardon ? Il y a une dérogation, c'est écrit là, il y a une dérogation qui a été faite pour l'abattage rituel, kasher et halal. Florence Burger... De la viande abattue. Excusez-moi, je vous demanderai de parler uniquement avec des micros, car la séance est enregistrée et donc on ne pourra pas du tout entendre ce que vous dites. La parole est à une autre personne. Si, quand même. Oui, alors moi je vais juste vous dire, madame, moi je reviens dans le rituel, la question a été posée. Je crois que tout simplement parce que y a je pense à beaucoup des gens qui nous gouvernent, le problème dès que ça touche à une religion, parce que là le rituel dont vous parlez fait partie de croyances, de religion. Je crois que c'est pour ça. C'est-à-dire que là, on est dans un autre... Pour eux, c'est même pas l'animal qui est le problème de savoir égorger ou pas. Là, pour eux, ils s'interdisent, ou en tout cas, ils ne veulent pas du tout rentrer dans ces polémiques religieuses. Je crois que là, on est dans un domaine plus politique. Voilà, je pense que... Pourquoi une dérogation ? Parce que c'est dans le domaine du religieux, là. Donc, ils ne veulent pas toucher à la religion, à la croyance de chacun. C'est une espèce de respect pour les religions. Après, qu'on soit d'accord, pas d'accord, ça c'est un autre problème. On va... Merci. On va prendre une autre question, s'il vous plaît, madame. Oui. Madame. Si, madame, on en parlera après. On ne peut pas monopoliser la parole sur une seule question. Je vous répondrai après, si vous souhaitez. Merci. Oui.
Bien sûr, si l'on mange de la viande, il faut faire un élevage d'animal. Mais cela dit, le titre de la conférence était « Peut-on manger des animaux ?» Et moi, je suis un petit peu déçue parce qu'on a beaucoup parlé de l'élevage, des sentiments des éleveurs, etc. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans le sujet qui était prévu. En fait, ici, nous ne sommes pas des éleveurs, nous sommes des consommateurs. Et moi, ce que je voudrais savoir personnellement, c'est essayer de discuter pour savoir si moi, je dois choisir de manger ou pas des animaux. Et ce qui a été dit ici ne m'éclaire pas du tout. C'est-à-dire que c'est à moi de décider si oui ou non je mange des animaux. Si je n'en mange pas, et si personne ici n'en mange, les éleveurs devront s'adapter. Mais le titre de la conférence, ça n'était pas au sujet de l'élevage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Manger des animaux, aujourd'hui, ça dépend de tout ce qui est à l'œuvre dans le système d'élevage. Bien sûr, ça en dépend, mais mon choix à moi, c'est-à-dire la question « Peut-on manger des animaux ?» Mon choix à moi, je veux savoir si oui ou non, je choisis de manger des animaux, et moi, je ne vais pas me déterminer en fonction des éleveurs. Ce sont les éleveurs qui auront à se déterminer en fonction de la demande de viande. Et moi, je venais ici pour être éclairée sur oui ou non, est-ce que je dois manger des animaux? Voilà. Et donc ce qui a été dit, qui concerne essentiellement l'élevage, me paraît, pour moi, en dehors du sujet. Florence Burua. Je voudrais réagir à votre intervention juste après la lecture des textes. J'ai dit que dans ce texte de Plutarque, il me semblait que la question de fond était posée. La question « peut-on manger les animaux ?» était posée. C'est une question que les philosophes ont posée. Jocelyne Porchet, qui a pris la parole après et qui n'aime pas du tout que les philosophes parlent des animaux, a dit que c'était bien joli tout ça, mais que c'était les gens qui vivaient avec eux. Et nous avons parlé des systèmes d'élevage. Donc c'est vrai que nous avons du coup laissé un peu de côté la question philosophique radicale, de poser à la racine cette question, peut-on manger les animaux, en dehors d'imaginer des systèmes et de dire est-ce que là c'est bien, c'est moins bien, etc. Et il me semble que les textes qui étaient lus posaient cette question très précisément. Enfin, ils ne posaient pas la question, ils y répondaient. Est-ce qu'on peut manger les animaux d'un point de vue philosophique, et sur quelle morale se fonde-t-on pour répondre à cette question? Non, mais est-ce que c'est justement, peut-on manger les animaux si vous dites que ça? Mais quels animaux? C'est ce que je vous demandais, mais quels animaux? C'est quoi un animal? C'est quoi? Mais bien sûr, puisque les animaux que vous mangez, c'est des animaux d'élevage. Alors vous voulez réfléchir à est-ce que je dois manger des animaux? Est-ce que je peux manger des animaux? Marie-Hélène Patou-Mathis a une réponse. Elle a la réponse. Écoutez. Non, j'ai absolument pas de réponse. Non, j'amène simplement un petit grain de... j'espère pas de ça, mais petite pierre. Si vous voulez, je pense qu'au niveau anthropologique, je suis désolée de revenir sur ce thème, mais c'est... je pense qu'il n'y a pas d'antinomie. Parce que si on pense qu'on est omnivore, quand le bébé boit le lait de sa mère. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas d'antinomie. Pour moi, la vraie question, peut-être la plus sensible, c'est le combat à mener, parce que moi, je crois qu'il y a un vrai combat à mener. Le combat à mener, c'est pas d'un seul coup de vouloir éradiquer, que tout le monde soit dans l'interdit de tout. C'est déjà une étape importante, c'est de changer le rapport que nous avons actuellement et que nous n'avions pas il y a X années, mais pas si vieux que ça, avec l'animal. Parce que là aussi, justement, on a trop laissé faire des choses qui sont insoutenables. Je veux dire, là, on est tous en train de s'agiter, s'énerver, tout. Mais attendez, je veux dire que tout à l'heure, j'ai entendu un monsieur, je crois, il faut changer le système, mais monsieur a raison. Je veux dire, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est pas parce qu'il y a des divergences, tout ça, c'est pas nous. Je pense que nous, tous ici, nous avons un respect de l'animal et nous voulons que les choses changent. Alors, moi, je pense que l'étape majeure, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout en même temps, et après, c'est une cacophonie, on n'entend rien. Je pense qu'il y a un vrai combat à mener de suite, c'est changer, justement, aller changer le système, notamment dans un premier temps, avant de parler des petits éleveurs et tout, c'est de changer cette machine infernale qui s'est mise en route,
bon, je ne vais pas caricaturer McDo et tout ça, Charal et autres, mais c'est ça. Et je pense que le vrai travail que nous avons à faire, c'est le combat mené, c'est sur ça. Mais sinon, pour répondre à madame, moi je suis désolée, je vous mentirais, pour moi, anthropologiquement, oui. On peut manger la viande. Après, ça devient la morale, la philosophie, on rentre dans autre chose. Mais si vous voulez, là, il n'y a pas d'antinomie pour moi. On l'a toujours fait. Je veux dire, on prend le lait de sa mère. Bon, maintenant, on change, on prend des je sais pas quoi, là, des trucs en poudre. Mais je veux dire, je suis désolée, c'est quoi le lait de la mère? C'est quand même les protéines animales. Hein. Alors. Voilà. Oui, mais donc ça veut dire que non. Ce que je veux dire par là, c'est que attendez. Notre mécanisme, il faut faire attention. Qui est fait pour le veau. Notre métabolisme est quand même, si vous voulez, il est construit comme ça. On est omnivore. Ça vous plaît? Non, c'est faux. Donc je vais vous dire, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention, parce que si on veut que les choses changent, si on part, alors qu'on est tous d'accord ensemble pour essayer de changer ça, si on se dispute, entre guillemets, gentiment, cordialement, entre nous, on n'avancera pas, parce que les autres, pendant ce temps-là, ils avancent. Et je crois qu'il faut faire attention, on ne peut pas gagner en faisant en allumant plusieurs feux. Hein. Je veux dire, il faut, à mon avis, et c'est l'urgence pour... Enfin, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi, elle est vraiment là. Et je crois qu'il faut plutôt se réunir, malgré nos différences et nos petites divergences, pour mener un vrai combat. Je voudrais quand même remercier madame d'avoir posé la question philosophique. Voilà. Si on pose la question philosophique, il me semble qu'on aboutit à la question du statut de l'animal. Est-ce que l'animal est un sujet? Est-ce qu'il est un objet? Marcella Yacoub, qui aurait dû être là aujourd'hui, nous aurait éclairé là-dessus. Elle est juriste. Et elle explique que le statut de l'animal aujourd'hui dans la législation française, c'est celui d'un meuble. Donc ce n'est pas un sujet. Et aujourd'hui, moi qui suis neuroscientifique de formation et qui suis le développement de ces questions-là, de plus en plus, le statut accordé par les sciences et par l'étude du système nerveux des animaux, de leur comportement, tente à montrer de plus en plus que c'est un sujet, qu'il a une capacité, bien évidemment, de percevoir la douleur consciemment, d'avoir des intentions, d'avoir des choix. Donc de plus en plus, philosophiquement, il devient difficile de manger des animaux, si vous voulez poser la question comme ça. Mais je ne suis pas philosophe. Bon, après... Voilà, et moi, justement, je suis de l'avis de la personne qui a posé la question auparavant. Je suis aussi venue pour entendre un discours philosophique sur cette question qui me semble extrêmement importante. Peut-on manger des animaux? Doit-on les manger? Qui est l'animal? Et Florence Burga, qui malheureusement... On ne lui a pas donné suffisamment la parole, et d'entendre parler des éleveurs et de leur amour pour les animaux qui, après, on les emmène en l'abattoir, mais c'est tellement merveilleux, on les a caressés, après on peut les tuer, c'est pas grave. Et justement, moi, je regrette aussi que Marcella Yacoub n'ait pas été là, parce que je me souviens qu'elle a dit lors d'une émission... Finalement, les animaux sont comme nous, ils n'ont qu'un seul désir, c'est celui de vivre. Et c'est là, pour moi, qu'est la question. Oui. Les animaux ont le désir, et on n'a pas à décider pour eux. Qui sommes-nous, monsieur? C'est vrai et c'est faux, parce que la capacité de projection de l'animal dans le temps et d'intentionnalité n'est pas exactement la même que celle d'un être humain. Donc la définition du désir de vivre... Non mais madame, il faut introduire des nuances. Le désir de vivre d'un être humain n'est pas exactement le même que celui d'un animal. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez parlé avec les animaux pour qu'ils vous le disent? Moi, malheureusement, on ne peut pas en parler avec les animaux. J'ai lu des livres d'éthologie parce que je m'intéresse beaucoup à ça depuis maintenant pas mal de temps. Et quand je lis les livres d'éthologues, ils disent des choses sur les animaux qui sont extrêmement importantes et qui vont complètement le contraire de ce que vous dites. Vous ne savez rien, on ne sait rien sur les animaux. Alors qu'est-ce que le désir de vivre? Pardon? Qu'est-ce que le désir de vivre? Eh ben, c'est de ne pas être tué par quelqu'un qui décide à un moment parce qu'à ce moment-là, on peut aussi aimer quelqu'un, et puis à un moment, on le tue avec respect. Si vous voulez faire de la philosophie... Mais moi, je ne peux pas en faire. Je dis simplement que je regrette qu'ici, on n'en ait pas fait, plutôt que d'entendre parler des éleveurs et que c'est tellement merveilleux, après avoir aimé l'animal, de le tuer, c'est tout. Mais vous êtes venu conforter vos opinions, vous n'êtes pas venu réfléchir. Madame, si vous voulez discuter, on peut discuter, mais ce n'est pas un lieu de violence ici. Donc. Mais on peut essayer de rester pacifique. Entre hommes et femmes, déjà.
Ce serait pas mal. Attendez d'avoir un micro avant de prendre la parole. On ne vous entend pas et on enregistre la séance. Attendez d'avoir un micro, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, je prends la parole, Paul Arnaud. Je suis juriste, j'ai regretté l'absence de la juriste, mais il y a en 2004 à l'Académie française, à l'Institut, il y a eu une conférence des docteurs en droit à laquelle je participais sur les sujets. L'animal est-il un meuble ou un sujet? Tout à fait ce que vous disiez. Et alors j'avais posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui... Peut-être que vous allez pouvoir m'y répondre, parce que là, les réponses là-bas, elles n'étaient pas très éclairantes. Il s'agissait de savoir, est-ce qu'il y a un statut... Enfin, il existe un statut particulier de la vache en Inde. Elle est sacrée, mais on en mange quand même. Alors, je veux dire, c'est parce que les Indiens, bon, ils sont ils ont eu un art culinaire extraordinaire, mais ils ont recours à la viande carnée. Alors, je veux soulever ça pour vous dire, bon, il y a de temps en temps des nuances. Est-ce que vous pouvez appesantir quelques mots sur cet aspect du sacré, mais que de temps en temps, il y a la nécessité de l'homme qui oblige à transgresser un peu ce sacré. Oui, alors il y a la question des vaches sacrées en Inde. Déjà, je ne sais pas quelle est la situation des vaches en Inde. Je me permets de prendre la parole sur ce sujet, puisque j'avais fait un voyage d'études sur la condition des animaux en Inde il y a une dizaine d'années. Les vaches en Inde ne sont pas spécialement sacrées, hein. Elles sont abattues dans les 2 États communistes de l'Inde, donc non seulement elles finissent à l'abattoir, mais après des voyages encore plus longs que les autres. Et les vaches que l'on voit dans la rue ne sont pas des vaches sacrées, mais des vaches errantes qui se nourrissent de sacs en plastique dans les poubelles et meurent régulièrement d'occlusion intestinale. Voilà, je voulais dire ça. C'est fini, hein, les vaches sacrées, depuis très, très longtemps. Je voulais revenir sur l'intervention de Madame, parce que quand vous avez dit que le désir de vivre était propre à l'homme, je crois qu'il ne faut pas mélanger 2 choses. La manière dont l'être humain a un rapport particulier à sa vie, à sa mort et à tout ce que vous voulez, et la manière dont chaque espèce animale a un rapport à sa propre vie, à ses propres expériences et à ses désirs. Le fait que les animaux, très certainement, ne ressentent pas les choses comme nous, bien entendu, ne signifie pas qu'il n'ait pas ce désir de vivre. Bien sûr, bien sûr. Et je dirais même que le fait qu'il n'ait pas l'outillage conceptuel qui nous permet, dans certains cas, de nous raisonner, de mettre à distance notre souffrance. Quand, par exemple, nous sommes malades, qu'on nous inflige des traitements douloureux, nous pouvons nous raisonner, savoir que ce sont des traitements qui, en réalité, vont nous guérir. Et je crois que nous devons prendre en compte le fait que, précisément, le fait que les animaux n'aient pas cet outillage conceptuel rend leur souffrance très certainement beaucoup plus aiguë dans des cas où ils ne peuvent pas se raisonner, et que par conséquent il y a probablement un surcroît d'inquiétude et de souffrance. Il me semble que, pour très rapidement essayer d'éclairer la question du débat, on a évoqué pendant cette soirée le cas durant le Paléolithique, bien sûr, le fait que les hommes n'avaient pas d'autre solution que de chasser pour se nourrir. Vous avez évoqué le cas de populations très au nord qui seraient contraintes, sauf à se laisser mourir, de consommer des animaux, encore qu'aujourd'hui, donc tout ça a changé. Il me semble que la question que nous posons ce soir n'a de sens que si nous la posons en dehors des cas que j'appellerais de légitime défense, où un individu va chasser, comme dans ce très beau film Into the Wild, hein, où ce garçon, il y a une scène, je ne sais pas si ici des gens ont vu ce film, déjà ancien, ce garçon qui décide de retourner dans la vie sauvage et qui est contraint de chasser, et on voit dans le film combien tout ça lui est pénible. Et à un moment donné, il tue un élan, et on lui explique comment fumer la viande très vite pour ne pas qu'elle se corrompe, et il est seul, il n'arrive pas à mener cette tâche pénible à bien assez rapidement.
et les mouches arrivent. Et ce garçon écrit dans son journal, hein, c'est inspiré d'une histoire vraie du reste, que c'est la plus grande catastrophe de sa vie. Et il exprime ainsi le fait que, sans l'avoir voulu, il a tué cet animal pour rien. Et je crois que la question « peut-on manger les animaux ?», elle n'a de sens que si nous pouvons faire autrement. Et c'est à ce moment-là que la question devient scandaleuse, ou en tout cas qu'elle se pose. Personne n'a posé cette question dans des situations de légitime défense ou de survie. Personne ne la pose. Oui, je pense que c'est très important de le préciser. Bonsoir. J'ai une question pour la scientifique Marilène Pateau-Mathis. Je suis ici sur la gauche. Voilà. Je demande l'indulgence du public aussi, pour la naïveté de la question éventuellement. Est-ce que le cerveau humain serait arrivé à cet état de complexité auquel il est arrivé aujourd'hui sans l'apport des protéines animales au travers des millions d'années de complexification de processus? C'est une question que je pose. Ça, c'est extrêmement difficile à répondre. Ce que l'on constate, c'est que, et ça c'est aussi très intéressant, parce que de travailler sur la vision de buissonnement des espèces humaines, parce que en fin de compte, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de branches mortes, même dans notre histoire, parce que nous sommes justement un animal. Hein. On a une part d'animalité extrêmement importante en nous. Et contrairement à certains, c'est pas le mauvais côté. Ça, c'est un peu, voilà, quand on dit ça, c'est sa part animale, non, pas du tout. Donc, pour revenir à votre question, c'est-à-dire que là, il y a eu par exemple, on parlait des australopithèques. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'australopithèques qu'on appelle les robustes. Ils ont différents noms, il y a différents groupes qui sont des branches mortes, qui sont éteintes. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas fait comme la branche qu'a donné les successeurs? Elles n'ont pas incorporé de viande, ça c'est très difficile à dire. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, nous on voit le résultat. Mais on a une diversité qui montre que dans certains cas, il est possible aussi que des peuples, notamment je parle des préhistoriques en Afrique ou des préhistoriques en Asie, aient été moins des mangeurs de viande, puisqu'ils étaient sous un autre environnement et tout. Mais malheureusement, si vous voulez, on n'a pas de données suffisantes, parce que dans certaines régions, malheureusement, ça se conserve très mal, notamment l'ADN ancien. Bon, donc on a des soucis pour savoir ce qu'ils mangeaient dans ces régions-là. Donc là, si vous voulez, c'est vrai que je vois Florence, c'est-à-dire qu'on a cette perspective qui est donnée par ce qui nous reste. Donc ce qu'on n'a pas, on ne peut pas en tirer grand-chose. Mais dans ce qui nous reste, c'est vrai qu'on voit, et ça c'est clair, une augmentation, notamment un grand développement des hémisphères cérébraux, et on a une capacité crânienne de plus en plus élevée. Et c'est vrai qu'on voit en même temps se développer donc une technologie importante. Alors, cette technologie, quand on regarde de près, qu'on fait du fonctionnel, c'est quoi? Ce sont bien sûr des outils, mais surtout des outils à découper. Et ce sont aussi des outils à découper, à trancher, et des armes. Donc, si vous voulez, quelque part, en dehors des animaux, des ossements d'animaux qu'on trouve en grande quantité, on a aussi ce développement technologique. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a tendance à voir que ça a été une phase importante, une étape importante dans notre hominisation et dans notre humanisation, le fait de devenir un homo sapiens. Donc voilà, si vous voulez, c'est un tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui joue, le cerveau sur la main sur le cerveau. Donc il y a plein de choses comme ça un peu difficiles à bien cerner, mais c'est vrai que ça a été une étape. Alors, moi je pense qu'il y a des étapes et que peut-être l'étape prochaine, elle est tout à fait autre. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça peut être très important pour nous, à un moment donné de notre histoire, et peut-être qu'on va vers des changements, parce qu'on n'est pas dans les mêmes contextes, on n'est pas justement là avec rien du tout, parce qu'on est quand même, par exemple, dans une toundra. Vous savez, moi, je fais des fouilles, je travaille en Ukraine, par exemple, à Novosibirsk, en Sibérie, etc. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à manger hier? Je veux dire, il n'y a que les rennes, en plus, chez les Dolganes, c'est des éleveurs de rennes, qui étaient des chasseurs de rennes avant.
avant, bon, on mange de la viande, on mange de la viande. Bon, maintenant, on arrive à avoir du ravitaillement autre. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai que le contexte aussi a joué beaucoup. Mais on ne peut pas nier ce fait. C'est-à-dire que c'est pas scientifique de le nier qu'à un moment donné, dans notre étape, voilà, on est devenus des omnivores. Voilà, donc ça, c'est un fait. Mais là, c'est à mon avis l'histoire. Moi, je ne me lance pas dans ce débat parce que d'abord, je n'ai pas la réponse et les connaissances de mes collègues. Mais en tout cas, c'était une étape. Ça, je le pense sincèrement. C'est important. Et vous savez, moi, j'aime beaucoup les relations. Dans mon livre Mangeurs de viande, il y a une grande partie, c'est surtout la relation de l'homme à l'animal. Parce que c'est très intéressant. On voit que l'animal est omniprésent. Déjà chez les paléolithiques, c'est une relation affective de proximité énorme. Et il n'y a pas toujours, justement, il n'y a pas souvent mort de l'animal. Et à cette relation qu'on perçoit, nous, à travers les objets qui représentent des animaux, les figures dont je vous parlais dans l'art pariétal, etc. Ça veut dire que tout autour de ça, il y avait l'animal a servi aussi à faire tous les mythes, les contes. Donc il est autour du feu. On voit très bien ce qui devait se raconter, une histoire de chasse ou d'aventure avec l'animal. L'animal est très très fort. C'est pour ça que c'est si virulent, justement, quand on en parle. Parce qu'aussi, quelque part, on a tout ce lien très très ancien, ce parcours à côté de l'animal, avec l'animal, et aussi en tant qu'animal. Je crois que peut-être qu'au fond de nous aussi, on a peur de ce cannibalisme. Parce que l'animal, voilà, c'est quelque part, il est en nous. Parce que, bon, bien sûr, je suis évolutionniste. Donc, et je pense que ça, c'est important. Mais pour moi, il y a eu cette étape. Voilà, c'est un constat. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne prévois pas sur l'avenir. Et je pense qu'il faut repenser les questions maintenant, peut-être dans notre 21e siècle. Merci. On a le temps pour une dernière question. Oui, alors c'était aussi une question pour Madame Patou-Matisse. Vous qui avez souligné si justement que finalement il fallait peut-être pas accorder trop de poids à l'histoire, puisque ce n'est pas parce que nous avons été comme ça par le passé que nous devons continuer à l'être. Et j'étais vraiment très heureuse de vous entendre souligner ce fait. Je me demande si finalement vous ne faites pas tout le contraire lorsque vous concluez en disant mais on est devenus des omnivores, nous sommes omnivores, je suis désolée, anthropologiquement on peut répondre à la question peut-on manger les animaux? Oui. Et il me semble que justement vous ne faites que donner un poids beaucoup trop grand à l'histoire, alors que la question elle est peut-être justement tout sauf anthropologique et sociologique, et la question elle est bel et bien morale. Et je crois que chaque fois que l'on veut conclure ce genre de débat par cette phrase que Jocelyne Porcher a prononcée, je crois, il faut arrêter de juger mais plutôt comprendre, je crois qu'on cherche à évacuer finalement cette question morale qui peut-on manger les animaux? Est-ce possible la vraie question, c'est quand même la question de la possibilité du véganisme. Le véganisme, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin que le végétarisme et le végétalisme, et se poser la question de savoir si on peut essayer d'éliminer au maximum la souffrance animale dans cette société-là, et pas chez les Inuits. Je suis toujours étonnée de voir arriver la question des Inuits, alors qu'on est vraiment dans une société... S'il y a bien une société où c'est possible d'être végétarien, d'être végane, c'est bien la nôtre, hein. Elle est en train d'évoluer de cette façon. Et je suis un peu gênée avec cette phrase de conclusion de votre part. On est omnivore, anthropologiquement, c'est comme ça. Oui, non, mais je vous remercie de cette question et de cette proposition. Moi, ce que je voulais répondre, là, je réponds actuellement, on est omnivore. Maintenant, c'est ce que je dis toujours, il faut faire attention. Et moi, je vais vous dire pourquoi j'ai une crainte. Je vais vous dire honnêtement, j'ai une crainte. J'ai eu la chance de vivre en Afrique, d'être avec les animaux sauvages vraiment pour moi, ce sont mes frères. Et si vous voulez, je vais vous dire ma crainte. C'est que je dis, il faut faire attention, parce que moi j'ai très peur, parce qu'ils sont très forts, vous savez, les entreprises et tout ça. J'ai très peur qu'on arrive à un monde sans animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des animaux factices. Des tout petits chiens, des poneys, des chevaux qui vont être grands comme ça. J'ai très peur qu'on n'arrive plus qu'à l'animal familier, mais qu'en réalité, là aussi, c'est une hypocrisie. Quelqu'un parlait d'hypocrisie par rapport à l'élevage. Mais moi, je pense que là aussi,
Au niveau de, vous savez ce qu'on fait pour arriver à avoir des petits animaux, des petits chiachets qui ne ressemblent plus à rien. Je veux dire, c'est la maltraitance aussi. Donc moi, voilà, je vais vous dire, ma crainte, elle est là. C'est-à-dire que peut-être c'est faux, mais je dis qu'il faut faire attention. C'est pour ça que j'aime bien step by step, étape par étape. Et parce que, voilà, ma crainte, elle est là. Regardez, là, en ce moment, on est en train de parler combien d'espèces disparaissent. Vous voyez, donc on parle des animaux domestiques et c'est vrai, c'est un débat, c'est le débat de ce soir, parce que c'est eux qu'on mange, on mange plus beaucoup de sauvages. Mais je veux dire, bon, voilà, je veux dire, vous m'avez percé à jour, parce que mon problème, pourquoi je termine en queue de poisson, parce qu'il est là, parce que j'ai cette crainte, et je vous assure que je pense qu'elle n'est pas à minorer. Je crois qu'il faut faire très attention parce qu'on va petit à petit, parce que là vous dites, bon, on va plus manger d'animaux, on va faire une supposition, hop, on mange plus de viande. Donc voilà, il n'y a plus d'éleveurs. Mais vous croyez qu'on va garder, enfin nous, bien sûr que nous, on pourrait, si on pouvait le faire, on le ferait, mais vous croyez qu'on va garder des animaux domestiques? Mais il n'y en aura plus. Il y en aura un petit peu au départ parce qu'on sera habitué à avoir des moutons et tout ça. Mais après... Si l'animal, je suis désolée, c'est triste, mais je veux dire, ils sont tellement forts, hein, tous ceux qui dirigent tout ça au niveau, qu'on n'aura plus d'animaux autour de nous. J'ai très peur de ça. Alors je pense, si vous voulez, que c'est sûrement pas une excuse, mais je crois qu'il faut faire très attention que ça soit une fausse bonne idée d'éradiquer brutalement les choses d'une façon comme ça, sans les penser, parce qu'on va se retrouver avec que des produits chimiques. Voilà, et il n'y aura plus, et surtout encore plus grave, autour de nous. Moi, j'ai très peur de ça. On ne sera plus qu'entre nous. C'est peut-être sympathique, mais je pense, à mon avis, c'est pas suffisant. Alors, juste une petite réponse à ça, en disant il y aura plus d'animaux si on ne les mange plus. Vous raisonnez avec les critères qui sont celles de la société actuelle, et on pourrait répondre ça finalement à n'importe quel problème de changement social. En fait, il faudrait peut-être arriver à raisonner avec des critères qui sont celles de la société de demain et se dire que nous avons justement le pouvoir de faire en sorte que la société change. On est dans le politique. Merci. Écoutez, j'espère que vous n'avez certainement pas eu la réponse à la question, mais en tout cas des choses, matière à réflexion. Je voudrais vraiment remercier nos intervenantes, Marilène, Florence et Jocelyne, parce que elles mènent chacun soit un combat, soit une réflexion engagée et de qualité, et avoir réussi à les mettre ensemble, je trouve que c'était remarquable. Merci.